Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Caucasien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Yves Dufour. Salut Jean-Yves. Salut les mecs. Alors Jean-Yves, auteur de L'ombre au sommet, La France face au mondialisme, Résistance et tradition, Léon Degrelle, documents et témoignages, L'esprit gauchiste, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je suis en train de refaire une nouvelle version de l'esprit gauchiste qui sera beaucoup plus étoffée, qui va s'appeler Combattre l'esprit gauchiste plutôt. Combattre l'esprit gauchiste. Alors tous tes ouvrages sont disponibles sur ton site france-mondialisme.fr, je crois. Ouais, il y avait beaucoup de librairies parisiennes, là c'est en train de changer beaucoup, là, entre Facta, la nouvelle librairie, etc. Donc du coup, ils sont plus disponibles sur Internet que véritablement en librairie pour l'instant. Bon alors sur internet on est sûr de les trouver. Donc je crois que l'esprit gauchiste était en téléchargement en PDF il me semble. Ouais, il y avait une version gratuite, enfin bon, elle y est encore, mais sauf que celle qui va sortir sera beaucoup plus étoffée. D'accord, donc là, ce sera une nouvelle version, peut-être pas téléchargeable cette fois, achetable en physique. Ouais, en tout cas pas au début. D'accord, ok, oui, oui, je comprends. D'accord, et donc je rappelle l'adresse france versus mondialisme.fr, france vs mondialisme.fr. On mettra le lien dans la description, bien évidemment, pour les gens qui voudraient acheter tes ouvrages sur ton site internet. On est aussi en compagnie de l'infatigable Daeg, dit Adolfo Ramurez, hein, qu'on Non, mais qu'on- qu'on- pas de private joke, s'il te plaît. conjoint qui est actuellement réfugié en Argentine. Ça va, tu nous entends? À peu près, à peu près. À peu près, bon, merci de nous rejoindre, Adolfo. Donc, et moi-même, hein, évidemment, Lesco, pour essayer de structurer un peu cette émission. Donc, aujourd'hui, quel est le thème de l'émission? En fait, c'est plutôt une émission, on va dire, critique du milieu de l'extrême droite. Quand on dit critique, je veux dire aussi autocritique. On va essayer de voir les points qui font qu'aujourd'hui, notre mouvement politique n'arrive pas à briser ce fameux plafond de verre, que ce soit au niveau politique ou au niveau médiatique. Alors évidemment, on pourrait dire que si nos idées n'arrivent pas à concrétiser, alors que c'est le cas aux États-Unis avec l'alt-right ou en Hongrie, en En Roumanie Italie, ouais, et voilà, et récemment en entre Italie, autres. évidemment, on pourrait tout de suite rétorquer que bah, il y a cette gauche puissante en France, tant au niveau culturel que médiatique, qui nous empêche de pouvoir assumer nos propos clairement. Mais on se dit peut-être aussi qu'il y a des points qu'on devrait revoir, des petites critiques à faire pour essayer d'améliorer tout ça. Et donc, on va essayer d'aborder ça avec nos invités. Voilà, donc je pense que pour démarrer, on va peut-être faire un petit historique justement de tout ce qui a, euh, comment je pourrais dire ça, Euh, tous les schismes qu'il y a pu avoir dans l'extrême Ouais, droite tout ce qu'il y a française. compté, ouais. Ouais, voilà. Bah, je pense que Daek, tu avais fait un petit récap de tout ça. Oui, bah en fait c'est simple puisque finalement l'extrême droite, le nationalisme avant, on va dire 1950 pour faire simple, c'est essentiellement autour de deux figures qui est Maurice Barrès et Charles Maurras, enfin, en tout cas les Charles Maurras, Maurice Pujol et Léon Daudet, les figures pensantes de l'action française. Oui, c'est souvent les auteurs qu'on cite, ouais. Voilà, après on a eu aussi Édouard Drummond avec une ligne assez antisémite. On a eu Doriot et le PPF, même si c'était finalement assez bref. Mais c'est voilà, l'action française, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le nationalisme à la papa vraiment, ce qui comptait avant-guerre. Ouais. Tu, tu, tu cites aussi, je sais pas si tu l'as dit là, mais tu cites aussi le cercle Proudhon. Le Proudhon, tu le mettrais dans Oui, l'extrême droite? oui, parce que c'était une tentative d'union gauche-droite, mais c'est quand même bien, ça a été bien initié par l'action française, si je me trompe pas, et ça a été d'ailleurs un échec puisque ça a duré que 2 3 ans, je crois, quelque Ouais. chose comme ça. C'était intéressant, mais au final, ça a pas fait long feu, quoi. Ah, il a été souvent récupéré récemment, notamment par des réconciliateurs, Proudhon. Oui, oui, oui. Bon, c'est assez particulier à lire quand même, mais bon. Ouais, C'est le socialisme à Ouais, l'ancienne, je quoi, vais en vraiment. profiter pour dire en même temps faire un peu de pub parce que là je viens de faire la préface d'un livre de Philippe Landeux qui s'appelle Théorie de la propriété. oui, Et en fait, ce Oui, titre existait déjà sous la plume de Proudhon. Alors, tout à fait. c'est un ouvrage qui a été publié à titre posthume, donc peut-être 2 ans après la mort de Proudhon, je crois en 1849, un truc comme ça, et d'accord. qui portait ce titre-là, la théorie de la propriété. Et Proudhon lui-même a beaucoup changé de vue sur la propriété, parce qu'au début, il dit la propriété c'est le vol, hein, Oui, que c'est très gauchiste. voilà, ça appartient au salaud de capitaliste. Et puis finalement, vers la fin de sa vie, il se rend compte qu'en tant qu'anarchiste, finalement, la propriété, c'est bien parce que ça donne quelque chose à l'individu
et donc contre l'État, puisque l'État ne peut pas lui réclamer, puisque c'est à l'individu. Hein, donc le côté individualiste de l'anarchiste va finir par l'emporter sur le côté communiste, on va dire. Ouais. Mais est-ce qu'en même temps, Ça rend Proudhon assez contradictoire et donc assez compliqué à lire, quoi. ouais, c'est pour ça que, enfin, moi personnellement, je classerais pas Proudhon en termes de valeur, euh, de ce qu'il porte comme quelqu'un, comme une figure de l'extrême droite. Ah non, c'est le socialisme français, hein, c'est avec Ouais, les voilà. Blanqui, les Sorel, et oui, bien sûr. Ouais, 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 Mais ouais. c'est en tout cas, alors je sais pas pourquoi ils ont pris le nom de Proudhon pour ce cercle-là, mais bon, ça s'appelait comme ça, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon. Ok. Après, on peut quand même, ouais, dire que cette école-là était essentiellement catholique. Ouais. En fait, ça vient Et de la doctrine c'est, sociale de l'Église. Ouais. oui, voilà. Et enfin, ça s'est aussi beaucoup inspiré, et les auteurs qui ont gravité un peu autour de ces structures-là étaient souvent, enfin, se sont retrouvés beaucoup dans la collaboration. Hein. Céline en particulier, il y a Brasillac, Saint-Loup, Drieux-La Rochelle, Rebatté, Monterland, c'est toute cette école-là, quoi. Ouais. Intéressante au demeurant, mais en tout cas qui s'est beaucoup retrouvée dans enfin, voilà, dans le régime pétainiste, ou en tout cas qui soutenait le Troisième Reich. Oui, ou plus, Ouais. parce que les pétainistes n'étaient pas tellement pro-Reich, mais c'était justement les Oui. ultra-collabos, quoi. C'était les Parisiens contre les vichistes. Et donc après, il y a eu la deuxième école, j'ai envie de dire, qui est essentiellement liée aux Grèce, ou à la Nouvelle Droite, ça dépend comment on préfère l'appeler. Donc ça commençait à infuser en 69. Ouais. Il y a eu quelques soubresauts entre-temps. Il y a eu Jeunes Nations, il y a eu Europe Action aussi, il y a eu le GUD, Donc ça, c'est qui est l'OAS, un tout peu ça, en les... fait. Voilà, c'est essentiellement lié à la fin de la guerre d'Algérie et à l'OS. Et c'est un petit peu une autre école de pensée. Ils essaient de trouver une troisième voie, justement. Alors ça, c'est une tentative de renouvellement en fait du mouvement de pensée, parce que là, en fait, avec les figures de Barès, de Maurras, les écrivains comme Raziac, etc. Tu sais ce que tu appelles toi le nationalisme à la papa, on va dire, Oui, et que de ce nationalisme français-là, il y a une tentative de renouvellement à cette époque-là. Donc, comme le disait Jean-Yves, après l'Algérie française, ouais. avec le Grèce notamment. Voilà. Et ça, c'est plus un nationalisme européen, en fait, que français. Oui, Ouais, oui, voilà, oui. c'est voilà, une différence fondamentale. Donc ils sont passés du nationalisme français au nationalisme allemand, et après la guerre, ils ont essayé de concilier ça avec un nationalisme européen, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, mais ça, c'est ça. Alors, après, c'est une vision qui a été très marquée par la guerre froide, où justement ils essayaient. Bon, il y en a certains qui étaient vraiment sur une ligne assez américaine, d'autres ont essayé de trouver justement ce que je disais juste avant, une troisième voie. Et ce qui est sûr, c'est que ça a été moins porté sur le catholicisme, et c'est à partir de là où on a commencé à avoir une espèce de comment dire, des idées nationalistes au sein du néopaganisme. C'est quand même beaucoup lié aux Grèces, Mhm. notamment avec des gens comme Jean Mabir, Dominique Vénère, Pierre Vial, voilà Alain tous ces Benoît gens-là. aussi. Alain Benoît aussi, bien sûr. J'oublie le principal en plus. Donc les séparations entre catholicisme traditionnel, néopaganisme, atlantisme, européanisme, etc., on les a très vite en fait, on les a depuis un certain temps dans notre Oui, milieu, oui, c'est oui. pas du tout C'est récent. vieux. Non, non, C'est mais vieux, oui. je le précise parce que pour certains ça peut paraître quelque chose en fait de très actuel, des séparations comme ça avec des mouvements comme celui de Thomas Ferrier qui est très, très européaniste. Hmm. Mais en fait non, c'est des schismes qui existent dans notre milieu depuis quasiment le début, j'ai envie de dire. Oui, oui, l'Europe des nations, c'est une idée qui est quand même assez ancienne. Ouais. Et Ouais. rendez-vous compte, 1970, quoi, voire même milieu des années 60, quoi. Donc, Oui, donc ça c'est Alain de Benoît. Ouais, mais Il là, y a c'est pas aussi l'Europe des nations, parce que l'Europe des nations, le général de Gaulle est aussi pour l'Europe des nations, alors que tous ces gens-là sont anti-gaullistes parce qu'ils sont pas suffisamment nationalistes, en fait, justement, Non, au mais ils niveau sont censés français. incarner l'extrême droite. Ils veulent vraiment De Gaulle, élargir non. de Enfin, force normalement, ils sont à à la droite l'Europe de Gaulle. et à leur idée de l'Europe. Parce qu'autrement, de Gaulle rentrerait dedans. Autrement, de Gaulle serait la principale figure du nationalisme depuis les années 40. Mais c'est pas le cas. L'extrême droite française est vachement anti-de Gaulle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais moi je parlais d'Europe des nations dans le sens identitaire du terme, en fait, historique plutôt. Ouais. Bon, ensuite, il y a pas eu que ça, même si ça a été quand même été un gros bloc. On a eu les JNR d'Ayoub,
Ça, c'était dans les années 80. On a eu le MNR de Maliarakis aussi. Et aussi, ce qu'on peut signaler, c'est que c'est à partir de là où il y a eu vraiment une politisation de ces milieux-là, puisque le FN, qui s'appelait avant Occident et Ordre Nouveau, justement apparaît en 1972. Où il y a eu l'œuvre française avant, après il y aura d'autres partis. Le PNF, bon, c'est pas vraiment un parti officiel, on va dire, mais il y a le MPF de Villiers, le MNR de Maigret en 99, on a Debout la France en 99, l'UPR. Ouais. Même si pour certains, voilà. Est-ce que je te coupe parce que tu passes sur les années 80 assez rapidement. D'un point de vue politique, c'est vrai que tu as été assez exhaustif sur les mouvements politiques. Maintenant, dans les années 80, tu parlais de Serge Ayoub. On est dans cette période-là, fin des années 70, toutes les années 80. Et à nouveau le début aussi des années 90, on est dans toute cette période qu'on appelle la période skinhead, Oui, où sûr, dans les lié, rues de Paris, aux Halles, enfin moi, je connais pas bien Paris, mais il y a des quartiers qui sont Halles, Châtelet, renommés pour ça, voilà, qui étaient, on va dire, où les bandes de skin tenaient le pavé, quoi. Oui. Et comme tu le disais, bon voilà, il y a Serge Ayoub, il y avait d'autres groupes comme le GUD, etc. Et ces groupes-là, entre eux, ne s'entendaient pas forcément parce qu'il pouvait y avoir de légères différences de ligne au niveau de la pensée politique. Et je dis pas que ces groupes-là étaient forcément ennemis, mais enfin bon, ils étaient quand même pas copains non plus. Donc voilà, même pendant cette grande période, j'ai pas envie de dire un âge d'or, on va dire l'âge d'or skin en France dans les années 80. Il y avait quand même des schismes entre les bandes de skin, quoi. Oui, bon, on le voit, tu vois le nombre de groupuscules qui a vraiment explosé dans ces années-là, d'ailleurs. Enfin, tout ce que j'ai cité. Alors, il y avait Ayoub qui, pareil, était assez infusé aussi de nationalisme révolutionnaire, un petit peu comme le Grèce, l'air de rien. Mais après, le côté groupusculaire de l'extrême droite a vraiment explosé dans ces années-là, quoi. Ouais, bon, je pense qu'on est tous ici trop jeunes pour avoir été skinhead. Oui. Mais bon, voilà, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, c'était quand même une époque où, oui, se balader dans Paris, on pouvait tomber sur des bandes de skin, etc. Voilà, faut voir le contraste avec notre époque actuelle quand même, tu vois. Ça n'a quand même rien à voir. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse reprendre ton fil. En tout cas, c'est vrai que l'extrême droite était sur le terrain, quoi, à l'époque, contrairement à aujourd'hui. D'ailleurs, on va y revenir justement. Ouais. Après, en termes d'écrivains ou de penseurs, on a cité de Benoît qui est quand même peut-être le plus connu de tous ces gens-là. Dans Guillaume Fay aussi. Oui. On a Jean-Yves Le Gallou et Henri de Lesquen, l'un qui faisait partie du club de l'horloge. De Lesquen qui est connu depuis peu de temps sur Internet, mais qui était déjà là à l'époque en tout cas. On a Pierre Sidos, on a François Duprat qui est aussi assez souvent oublié, qui était au Front National des débuts en tout cas. C'est un petit peu le penseur et Le Pen était la figure publique, on va dire. Mm-hmm. Et après il y a eu toute cette épopée-là, il y a eu comment on pourrait dire, on va dire la mouvance un petit peu, j'ai pas envie de dire virtuelle, mais c'est quand même beaucoup lié à Internet. On a eu le bloc identitaire qui est déjà un petit peu ancien. Puis Génération Identitaire, ça c'était bloc identitaire, c'était au début des années 2000. Mm-hmm. On a eu le Renouveau Français, on a eu ER, Égalité et Réconciliation, c'était en 2007. On a eu le Mouvement d'Action Sociale, un petit peu après, la Dissidence Française, les Jeunesses Nationalistes d'Alexandre Gabriac, la Ligue du Midi de Richard Roudier. Et c'est vrai que depuis, donc là on est en fin des années 2010, et on s'aperçoit que depuis 5-6 ans, il y a vraiment pas grand-chose. Moi j'ai relevé Suavelos en 2017 et Bastion Social la même année. Donc c'est vrai que ça s'est un petit peu tassé aussi tous ces trucs là, et on peut se demander si le côté virtuel justement est pas un frein, alors que ça pourrait permettre le recrutement justement, ou certaines vitrines. On s'aperçoit qu'au final tout ça se tasse, quoi. Enfin, quand tu parles de recrutement, on parle plutôt de fait que nos idées s'étendent, se généralisent. Oui. Pourtant, on entend quand même beaucoup dans les médias comme quoi il y a une lepénisation des esprits, quand même, depuis un certain temps. Alors, je ne sais pas si nos mouvements se sont tassés. J'ai plutôt l'impression que ça se serait splitté, si tu veux, entre différents courants de pensée qui peuvent être très proches parfois, mais du fait d'une petite différence de ligne politique, peuvent s'opposer totalement. Mais bon, on l'a vu dans ton historique aussi, c'est quelque chose qui est présent depuis quasiment le début.
Donc, Oui, en tout cas, ouais. non. Les années 50-60, en tout cas. Ouais. Ouais, Jean-Yves, est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, non, pas spécialement. Non. Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, on a beau avoir cet historique, avoir eu toutes ces figures, tu as un peu tout évoqué, Daeg. Je ne sais pas si tu avais parlé de Pierre Vial et de Terre et Peuple. Je pense que tu l'as Oui, si, évoqué à un si, moment, justement, ouais. qui sont toujours actifs. Voilà, on voit qu'en ce moment, le néopaganisme, on va dire, ou le paganisme a le vent en poupe. On peut le dire clairement, hein, parce qu'on, même au niveau culturel, on l'a vu dans des séries télévisées comme Viking et compagnie, que tout ça a été remis sur le devant de Hmm. la scène. Musicalement, on a le festival en France, le Ragnarok Festival, où on a des stands on va dire, comment on pourrait appeler ça oui, des habits, des accessoires avec des effigies celtes, etc. Ce genre d'esthétisme. Et bizarrement, voilà, enfin, si tu veux, notre mouvement comment dire, il s'enfonce pas dans la brèche, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait que bon, voilà, on a autant d'opportunités, parfois des autoroutes, et puis bah comment dire, ça retombe comme un soufflé, quoi. Alors, c'est marrant d'ailleurs, justement, parce que justement, on est quand même dans un milieu qui a beaucoup de vieilles lunes. Euh, Vous comprendrez ce que je veux dire. Hein. On est beaucoup tourné vers le passé. Et c'est vrai que finalement, cette autoroute, comme tu dis, est assez peu empruntée, à part effectivement Terre et Peuple, qui est la principale officine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est peut-être justement trop spirituel, je sais pas. C'est curieux, ouais. Ça peut être une bonne porte d'entrée, justement. Ouais. Ben ouais, enfin, bon là j'ai pris l'exemple du paganisme, mais ce que tu veux dire, c'est que on pense que nos valeurs sont les bonnes, évidemment. Et non, on pense être du bon côté du manche. Hmm. Pour autant, je veux dire, on n'arrive toujours pas à assumer, si tu veux, clairement en société notre positionnement politique. Ça reste toujours difficile, même si certains font leur coming out, comme on dit dans notre milieu. Peut-être que c'est dû simplement au fait, comme tu le dis, qu'on n'incarne pas l'avenir, qu'on est trop ancré sur un passé idéalisé, et que du coup, dans nos mouvements, je veux dire, l'individu a du mal à se projeter, si tu veux. On n'a pas l'impression d'incarner quelque chose de positif, quelque chose qui va être dans la construction. Il y a ça, il y a aussi les lectures qui sont quand même assez... fait quand on est dans ce milieu-là, c'est assez anxiogène aussi. Hein. Ça aide pas forcément à se projeter ou avoir beaucoup de foi dans l'avenir. Hein. Ouais, il y a le fait de se nourrir d'infos qui te donnent raison, toujours. Oui, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Regardez les dangers de l'immigration, patati patata. Résultat, tu te nourris de ça tout au long de la journée. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est anxiogène, quoi. C'est qu'à la fin, t'as envie de devenir dépressif, hein. Il y a vraiment un juste milieu à trouver dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que ça peut... Enfin, moi, je pense à démocratie participative en particulier. Le mec qui s'abreuve que de ça, je pense qu'il devient taré, il se fait sauter au milieu. Il se fait sauter dans Marseille. Enfin, je sais pas. Non, je C'est pense quand que même. tu exagères un peu, mais oui, c'est vrai que c'est assez représentatif. C'est-à-dire que c'est vraiment la dose, si tu veux, d'informations extrêmement violentes qui nous complaît dans le fait qu'on a raison. Regardez, on a raison. C'est structuré par la pensée, c'est vérifié par les faits. Mais voilà, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui, quelle que soit sa porte d'entrée par laquelle il est venu dans notre milieu, voilà, il va pas voir la vie du bon côté, quoi. Je veux dire, c'est forcément ça rendait. Je sais pas toi, Jean-Yves, ce qui t'a fait venir, on va dire, à l'extrême droite. Est-ce que c'était réflexion personnelle? C'était quoi ta porte d'entrée à toi? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà deux choses à Ouais, dire. Je vais te répondre, mais on n'a pas vraiment défini finalement ce que c'est, parce qu'on parle d'idées, mais là, toutes les idées qu'on a balayées, en fait, tout l'historique de d'Aeg, euh, ça part de ce que Maurras appelle le nationalisme intégral, avec un fort catholicisme. Hmm. Ensuite, on parle de paganisme, on parle de nationalisme français, et ensuite de collaborationnisme avec les Allemands, et ensuite d'européisme. Euh, En fait, la continuité, elle n'est pas idéologique, la continuité, elle est dans une posture à la fois victimaire et anti-système. Donc en fait, ils sont qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? C'est ceux qui sont toujours du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire c'est toujours ceux qui perdent. entièrement d'accord. Et,
Et tu le vois d'ailleurs dans la logique, encore aujourd'hui, des fêtes. Qu'est-ce qu'on fête? On fête les défaites. C'est-à-dire, on va fêter le 6 février 34, là où on aurait pu prendre le pouvoir, mais où ça s'est pas fait, on va fêter Vichy, on va fêter l'OAS, on va fêter je sais pas quoi. On va fêter 2002, tu vois, quand Le Pen a perdu, c'est génial. Mais attention, il est quand même arrivé au deuxième tour, donc en 2027 ou je sais pas combien là. Ouais, ouais. Donc en fait, ça n'a pas changé. Donc en fait, on n'a pas parlé d'idées là, on a parlé d'une espèce de posture romantique anti-système, mais on ne sait toujours pas ce que c'est que l'extrême droite. Alors oui, ben, l'extrême droite, c'est vrai qu'on pourrait peut-être le définir. Bon, comme dans nos podcasts, normalement, on s'adresse au milieu, on n'est pas censé forcément le définir. Bon, on peut faire peut-être une petite introduction, un petit descriptif de ce que nous sommes, enfin de ce que nous pensons être peut-être. Je sais pas, Daek, tu avais peut-être des choses à dire là-dessus. Sur ce qu'on est, ouais, après, c'est vrai, comme dit Jean-Yves, il y a toujours ce regard tourné vers le passé, puis finalement qui est tourné vers les défaites, donc déjà rien que sortir de ce côté-là, Ouais, c'est vrai. je trouve que ça mériterait une réflexion. Déjà se penser positif, arrêter de se définir systématiquement contre quelque chose, mais pour quelque chose. Ça a l'air rien comme ça, mais je pense que psychologiquement et même pour vendre une idée, c'est quand même hyper important, quoi. Quand on estime incarner l'avenir, en tout cas. D'accord, mais d'un point de vue politique, de ligne politique, De ligne politique. qu'est-ce qu'on est? Ouais, c'est-à-dire, bah oui, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est quoi? Est-ce que parce qu'il y en a beaucoup, la personne lambda dans la rue, pour certains, quelqu'un qui est d'extrême droite, il est extrêmement de droite, c'est-à-dire que il est libéral, il est extrêmement libéral. Non, c'est con, on dit comme ça, mais il y a plein de gens. Ça, c'est la définition du gauchiste, hein. Le gauchiste passe son temps à dire le fasciste est un suppôt du Oui, capitalisme. voilà, non, non, mais c'est un super capitaliste, quoi, tu vois, au sens super-héros, quoi, tu vois, c'est Mm. vraiment le mal absolu. Ce qu'on peut peut-être rappeler, justement, puisqu'on voulait définir ce qu'est l'extrême droite, c'est que c'est pas du tout ça. Ben, C'est pas du c'est tout. anti-système, donc je pense le système étant capitaliste, normalement, si on est vraiment anti-système, on est justement pas censé être de ce côté-là, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, mais en fait, t'as tout. C'est-à-dire que le problème de l'extrême droite, c'est que comme ça veut rien dire, le fait que, d'ailleurs, le terme extrême, ça veut dire que c'est une minorité. Donc ça doit rester une minorité, autrement c'est plus de l'extrême. Autrement tout le monde est de droite ou du centre, ou je sais pas, mais tant que c'est une extrême, cette extrême va être minoritaire et donc elle va être d'autant plus divisée qu'elle est déjà constituée de types un peu farfelus ou avec des lubies. Euh, T'as des libéraux, t'as des anti-libéraux, t'as des républicains, t'as des anti-républicains forcenés, t'as des catholiques, t'as des anti-catholiques forcenés, t'as des démocrates, t'as des anti-démocrates forcenés. En fait, euh, personne ne sait ce qu'on est. Ouais, voilà, Euh, quand on parle d'extrême droite, on ne sait pas ce que c'est c'est. un tiroir politique dans lequel on met un petit peu tout et Par n'importe contre, quoi, et par contre, pour le système, on sait que tout est de la merde. Mais à part ça, on n'en sait pas plus, quoi. C'est ça, c'est en fait c'est le système un petit peu qui nous désigne sous cette étiquette-là et ça rejoint un petit peu l'émission qu'on a fait sur le NSBM en fait. On est défini par nos ennemis et c'est comme un peu comme si on s'en contenterait en fait quelque part. Alors que ça reste une appellation par défaut quoi. Mais c'est ça, c'est ça. est-ce que c'est justement une des raisons qui fait que justement, voilà, on n'arrive pas à Bah oui, s'imposer? oui, c'est évident puisqu'on ne sait pas où on va. Donc, encore une fois, le royaliste va dire, moi, en admettant qu'ils finissent par avouer effectivement, ok, je suis d'extrême droite, mais je suis royaliste. T'as d'autres types républicains purs et durs, tu vois. On a parlé de Serge Ayoum, on peut parler d'autres personnes comme ça qui sont des vrais républicains, qui sont aussi d'extrême droite. Euh, voilà, et on peut décliner ça à l'infini entre, encore une fois, la démocratie, la république, le catholicisme ou l'anticatholicisme, etc. Euh, L'extrême droite aujourd'hui, le militant qui est un peu marginalisé par le système médiatico-politique, il réclame plus de liberté pour lui, alors que vis-à-vis de l'extérieur, le fasciste, c'est celui qui veut supprimer toute forme de liberté. C'est pareil pour le libéralisme. Donc en fait, on ne sait absolument pas qui on est, donc il y a autant de chapelles que finalement de groupes. Chacun va piocher. Alors moi je suis un peu catho, moi je suis un peu républicain, moi je suis un peu démocrate, moi je suis un peu révolutionnaire, moi je suis conservateur. Et en fait, personne ne s'y retrouve, et donc les gens ne peuvent pas s'y retrouver, c'est impossible.
Oui, à moins d'être dans le milieu depuis déjà un certain temps et d'avoir fait sa popote personnelle pour se définir, il y a peut-être autant d'extrême droite qu'il y a de sympathisants de l'extrême droite, C'est ça, de c'est militants. ça, c'est ça, et c'est pour ça qu'ils peuvent arriver à rien, puisque il n'y a pas d'unité, donc il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'orientation. Ça, c'est d'un point de vue politique, mais Ouais. quand même, on peut quand même dire qu'il y a des choses qui nous relient, ne serait-ce que sur les valeurs. Moi, je pense être quelqu'un qui met un point, enfin, qui a pour ligne de vouloir une société du mérite, contrairement aux gauchistes qui se veulent égalitaristes. Et je pense que voilà, vouloir une société du mérite, c'est un point commun, je pense, entre toutes les mouvances d'extrême droite. Je sais pas, peut-être que je me plante. Oui, non, t'as raison, mais ça se limite pas à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'à part les gauchistes abrutis, il y a des tas de lignes politiques de droite, de gauche ou du centre qui se retrouvent aussi dans une méritocratie traditionnelle. Ouais, d'accord. Non, je pense qu'après on a fait justement une émission avec Jean-Yves sur le traditionnalisme. Je pense que c'est ces valeurs-là qui nous portent quand même essentiellement. Après, le but n'étant pas effectivement d'idéaliser quelque chose qui aura du mal à revenir de toute manière, ou d'idéaliser un truc qui est mort tout simplement. Mais un côté conservateur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, faut pas être conservateur pour être conservateur, ça n'a aucun sens quoi. Mais du moins y avoir une certaine nostalgie des valeurs européennes, vouloir les incarner, les porter, et préférer ça au progressisme qui est porté par la modernité, quoi. Après, c'est assez flou aussi, mais en même temps, je pense que c'est essentiellement ce qui nous définit. Mais oui, parce que même là, il y aura des degrés et des gens qui vont se reconnaître un coup là-dedans et un coup non, quoi. Alors je veux conserver ceci mais pas cela. C'est Hmm. subjectif, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc en fait, il y a forcément une extrême droite qui est splittée entre différentes chapelles, comme disait Jean-Yves, et elle va pouvoir se rassembler uniquement sur des petits points de temps en temps, comme sur le mariage pour tous ou des choses comme ça. Et encore, certains, peut-être même une minorité, mais peu importe, certains vont pas se bouger pour manifester contre le mariage pour tous. Mais voilà, ça ne pourra être que sur des petits points ou des choses comme ça où il pourra y avoir un semblant d'unification, mais jamais d'unification totale sur le reste, que ce soit sur le plan médiatique ou politique. Et si jamais c'est le cas, oui, c'est terrible. Notre objectif, je pense, c'est justement de faire émerger une ligne qui soit claire et qui ne soit plus prisonnière des lignes du passé, justement, qui ont vu tout et n'importe quoi sous prétexte d'antisystème. Tu vois, en gros, je veux pas être méchant, mais si c'est De Gaulle qui le fait, c'est pas bien, tu vois, alors que le mec était pour avant que De Gaulle le fasse, tu vois. Et en fait, être Ouais. systématiquement contre, sans souci de cohérence idéologique, bah, c'est se tirer une balle dans le pied, et en plus pour les générations futures, puisque si les intellectuels se mettent à faire ça, bah, ça prend une génération à recréer une élite intellectuelle qui va réussir à sortir de ce carcan. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qu'on peut ajouter à notre critique, c'est cette posture cette espèce d'automatisme à vouloir être absolument contre tout le temps, parce que voilà, c'est comme c'est pas une figure de notre mouvement ou quelqu'un qu'on valide, on va dire, on va être forcément contre, Ben oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Et alors on le voit, tu vois, avec les Gilets jaunes, il y avait une revendication qui contentait tout le monde, c'était le référendum d'initiative populaire, Ouais. en se disant au moins on va revenir à la souveraineté du peuple. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins on est d'accord sur un truc, c'est qu'aujourd'hui on est le peuple, on est la majorité des gens et on n'a aucun pouvoir. Demain on aura vraiment du pouvoir, même si il se trouve que sur plein de sujets, les gens ne sont pas d'accord avec nous sur tel ou tel point. Mhm. Et bien même ça, tu retrouves plein de gens d'extrême droite qui disent mais non, il faut se mobiliser contre ça parce que on ne sait pas ce que ça peut donner. Peut-être qu'ils vont voter pour la charia ou j'en sais rien. Tu vois. Oui, oui, tout à Donc, fait, ouais, donc exact. sur le simple point de vue de la souveraineté populaire, tu n'as même pas de consensus dans un milieu qui est déjà petit et marginalisé. Ouais, c'est clair.
C'est clair, c'est clair. Bon, bah, il y a cette question de posture, cette question des différentes chapelles qui composent notre mouvement, voilà. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Daek, je t'ai entendu parler tout à l'heure de vieilles lunes. Oui. Les vieilles lunes de l'extrême droite. Est-ce que tu peux un petit peu mieux définir ce que tu entends par vieille lune? Ah ben les vieilles lunes, c'est forcément ceux qui historiquement, en tout cas, ont été désignés comme nos ennemis. Ouais. On a forcément la ligne anti-Dreyfusard, donc c'était les juifs, ça a été les francs-maçons, ça peut être les mondialistes, enfin, là, même aussi le côté conspirationniste, c'est-à-dire que et en plus ça pousse d'ailleurs à faire des trucs assez aberrants, c'est-à-dire qu'en fait on mange en fait de la propagande inversée, c'est-à-dire que une info est fausse, mais vu que ça va contre le système, eh ben je la prends et puis je vais surtout pas vérifier si c'est vrai, mais pour moi c'est une vérité parce que c'est contre système, donc même si c'est un truc énorme, genre la Terre est plate, bon ben c'est anti-système, donc c'est bien. Moi je pense que la Terre est plate. Ouais, donc là tu nous parles de la vision conspirationniste systématique. C'est-à-dire que Oui. quel que soit l'événement qui peut être relayé dans les médias, fatalement la thèse opposée est la bonne. Et en fait les vieilles lunes, tout ce qui est ces espèces de manie en fait poussent de manière à avoir une vision conspirationniste des choses, en tout cas très très manichéenne. Où tout Ouais, le monde est le monde, juif, tout le monde est maçon, tout le monde est la monomanie. gangster. Voilà, c'est ça. Oui, puis en plus, comme c'est un complot judéo-maçonnico-protestant, euh, bah, tu mets tout le monde dedans, quoi. Au Oui, final, tout le monde s'y retrouve par un petit bout. c'est plus simple. Non mais en plus, l'explication de l'état actuel du monde par le complot juif, c'est un peu comme le marxisme en fait. C'est un peu comme, comme regarder le monde à travers Oui, le prisme de la lutte des classes. C'est-à-dire c'est comme multiplier par zéro, quoi. C'est-à-dire que tu fais une très très bonne analyse, tu mets plein d'éléments humains, des éléments économiques, des éléments sociaux, etc. Puis à la fin, tu multiplies par zéro, donc c'est égal à zéro. Tu vois, c'est comme multiplier par le complot juif, donc c'est égal au complot juif, quoi. Tu vois, ça fonctionne toujours. Tu vois. oui, oui, c'est Donc, ça. Sauf que tu remplaces le salaud de patron par le juif, quoi, ou un truc comme ça, quoi. non, en fait, ce que tu voudrais dire, Dave, c'est-à-dire que notre mouvement, on va dire l'extrême droite, elle a tendance à porter dans son sac à dos là, toutes ces pierres trop lourdes, de la monomanie juive, du conspirationnisme à tout va, on n'est à jamais allé sur la Lune, il y a des chemtrails, enfin toutes Ouais, les c'est ça. conneries, enfin moi, ouais, C'est-à-dire en ce qu'en qui fait, concerne on est quand même dans un milieu où il y a justement le juste milieu et le recul, c'est quand même très compliqué, hein. ouais, c'est le, Ouais, ouais, c'est une bonne remarque parce que tu as l'excès inverse qui est en train de se développer, oui, c'est-à-dire l'anti-complotisme fou. Oui, Donc il n'y a plus de complot dans lequel maintenant. il faut pas verser ouais, non ouais, plus, bien sûr. Donc il n'y a plus de complot, par exemple, au niveau des grandes entreprises multinationales, même au niveau de l'État, au niveau des services de l'État, euh, au niveau de la santé, je ne sais pas, les adversaires politiques qui vont essayer de se tuer, etc., ou de se tuer au moins politiquement, médiatiquement, on s'entend, pas d'une balle dans la tête, mais ouais. en tout cas, ça n'existe plus. Euh, On fait un bisou voilà, à Pierre Bérégovoy. Pardon. le Bilderberg, finalement, c'est pas grave. Euh, Ouais. tu vois, des fois, tu as des gens qui parlent des vaccins, de la vaccination qui serait un moyen en fait d'éliminer les gens, ou alors de les, les, Les empoisonnés. les laboratoires pharmaceutiques reçoivent des mises d'autorisation sur le marché, mais en sachant que ça va produire des tas de cas d'autisme ou quoi, etc. Et donc, mais on les laisse faire quand même pour le business. Alors qu'en fait, les vaccins, il faut pas prendre le sujet. Euh, Comme on dit, anti-vax ou pro-vax ou je ne sais quelle connerie. Chaque vaccin est différent. Quelle a été sa période de test? Quelle est la population cible? Est-ce que c'est un nourrisson ou une personne âgée ou un adulte qui va avoir un rappel? Enfin, je veux dire, c'est du cas par cas. Alors que maintenant, c'est tout ou rien, quoi. C'est pour ça que quand Daek, tu parles de juste milieu, c'est exactement ça. Ça n'existe plus. Hmm. Ouais, c'est-à-dire que notre milieu manque de nuances. C'est une vision très manichéenne des Alors, choses. ceci dit, je l'accablerai pas, parce qu'il n'y a pas que notre milieu qui manque de nuances, parce que tous les milieux maintenant manquent de Oui. nuances. Ouais, Tu vois, le pro-vax ou l'anti-vax, t'en as à gauche, ouais. chez Macron, enfin, tu vois, qui sont des fanatiques de tous les bords, quoi.
Donc en fait, c'est très difficile maintenant d'avoir une position sensée, mesurée, équilibrée. Non, c'est vrai, mais après, pour ce qui est de notre milieu, on peut quand même parler d'une accumulation des choses. C'est-à-dire que Mais oui, le problème, c'est qu'ils cumulent, oui, ouais, effectivement. voilà, c'est-à-dire que dans notre milieu, tu peux vite tomber des groupes Facebook. Tu parlais beaucoup d'Internet tout à l'heure, Daeg. Ouais. C'est vrai que le nombre de pages de groupes Facebook de notre milieu qui pullulent sur n'importe quel sujet. Alors, ça va être sur les chemtrails, ce genre de trucs. Enfin, toujours sur des conspirations très Illuminati, pardon, reptiliennes, qui font que quand quelqu'un pourrait commencer à ouvrir les yeux politiquement et à s'intéresser via Internet à notre milieu, bah, peut être refroidi immédiatement, si tu veux, par le nombre de conneries qu'il peut trouver ou des choses qui sont absolument pas en rapport avec une pensée politique. Donc là, j'évoquais les chemtrails, ça peut être les vaccins, comme on le disait tout à l'heure. Et effectivement, tous les trucs conspirationnistes liés aux ovnis, etc., etc. Tout ça fait quand même passer notre milieu quand même pour de joyeux guignols qui sont Ouais, punis. je disais un truc assez marrant où tu vois à la fois un type qui dit c'est pas vrai, on n'a jamais été sur la Lune. Ouais, En fait, on n'est pas capable d'y aller, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Mais le même type qui te dit par contre, on va sur Mars et ouais. il y a des espèces de colonies d'esclavage sexuel avec des enfants sur Mars, tu vois. Ouais, enfin, je pense que tu peux monter n'importe quoi. De toute façon, tout passe hein, dans le milieu conspirationniste. C'est pour ça, tout à l'heure, Jean-Yves, tu parlais qu'effectivement, en ce moment, il y a une sorte d'offensive, on va dire, ou alors de retour à l'équilibre avec des anti-complots, où il y a zéro complot. Il n'y a même plus de raison d'État Oui, pour c'est ça. certains. Alors là, on est en train de revenir Ouais, à ce qu'on faisait avant, donc une espèce de naïveté comme ça, le système. Finalement, il n'y a même plus de système à la limite, hein. Bon. c'est certainement lié avec la mode qui est en ce moment autour de la zététique, alors qui est beaucoup portée par des gens de gauche, on peut le dire, avec des chaînes internet comme des chaînes YouTube comme La Tronche en Biais, par exemple, ce genre de choses. Il y a la zététique qui est très à la mode. Je crois normalement que notre milieu devrait, entre guillemets, placer ses billes là-dessus, puisque il me semble que Asen Occident a créé ce qu'on appelle le cercle Cobalt, Ouais, il me qui est semble. un cercle de zététique. Peut-être que ça permettra effectivement à la fois, si tu veux, de confronter les idées de notre mouvement à la zététique de gauche et permettre aussi à notre milieu à un petit peu pondérer son avis sur les faits d'actualité, sur les faits d'actualité, pardon, ou en tout cas d'avoir des outils intellectuels qui lui permettent, si tu veux, de porter un jugement pas trop hâtif, en tout cas sur l'actualité. Ça reste à voir, on va voir ce qu'ils réussiront à nous produire. En tout cas, je souhaite que ça fonctionne ce truc-là parce que je pense effectivement que notre milieu en a bien besoin voilà, d'avoir un peu de recul Ouais, un peu de sur critique l'actualité aussi, et à ouais. produire une analyse un petit peu plus mature, j'ai envie de dire, hein, parce que toutes ces réactions de conspirationnistes, etc., ouais, voilà, c'est Bah, les très. choses à la fin, elles sont binaires, quoi. Tu vois, la télé couleur, t'oublies, on retourne en noir et blanc, quoi. Ouais, voilà, Bon. c'est ça. C'est ça. Donc le conspirationnisme, voilà, c'est vieille lune, c'est ce que tu voulais dire, Daeg, avec Oui, oui. cette histoire de vieille lune. Euh, Ça, c'est d'un point de vue, encore une fois, non pas politique, mais en tout cas, c'est sur notre courant de pensée, sur notre ligne. Il y a peut-être aussi des choses du point de vue culturel, je dirais même esthétique, qui seraient peut-être à revoir pour notre milieu. Alors, c'est très, comment dire, très présomptueux de ma part de dire ça, hein, parce que entre guillemets, on n'est pas du tout des figures de l'extrême droite, enfin en tout cas ce qui me concerne. Donc j'ai pas de jugement comme ça personnel à donner sur l'esthétique de notre mouvement. Mais tout de même, Daek, tu parlais tout à l'heure des années 80, Ouais. l'âge d'or des skins. À l'époque, la musique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le rack. Le rack, ça veut dire rock Ouais, enfin, anticommuniste. la Oi, en tout cas, qui a été enfin, de notre bord, donc, ce qui est devenu le rock anticommuniste, ouais. Ouais, Et qui est très, enfin, qui vole pas haut, quand même, hein. Faut dire ce qui est, Oui, quand même, hein. moi j'aime bien le rock, tu vois, j'ai joué dans des groupes de rock, de métal, de crustcore, enfin bon, tu vois, ce genre de musique extrême ne me heurte pas du tout, mais je peux pas écouter de rap, quoi. C'est inécoutable pour moi, tu vois. quand tu disais bas de plafond, Daeg, Ouais. c'est-à-dire parce qu'au niveau des paroles, bon, on peut dire que c'est notre ligne de pensée qui s'inscrit dans une musique un peu rock, punk rock. Oui, C'est bas mais de plafond, mais ça va c'est être justement, efficace. ça va être blindé de vieilles lunes, des raccourcis,
on dirait que c'est des, enfin ça dépend des groupes encore une fois, mais moi j'ai aussi du mal à écouter du rock, en tout cas du rock français. Et Ouais. on dirait une accumulation de slogans un petit peu, c'est ou de raccourcis faciles, c'est enfin, on se dit si effectivement ça c'est la vitrine de l'extrême droite, c'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à être plus nombreux parce que c'est déjà la oi c'est assez simplifié quand même, ça vient du punk, donc ça c'est binaire quand même. Et on se dit qu'on soit pas arrivé à justement culturellement mais musicalement à faire plus intéressant que des trucs comme ça, c'est quand même questionnant quoi. Bah, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est pas forcément de juger le rock anticommuniste, parce que ce serait anachronique. C'est quand même un mouvement des années 80. Donc bon, bah, c'était une musique qui s'inscrivait dans son époque, avec ce qu'on appelait tout à l'heure l'âge d'or du skin. Mais maintenant, depuis notre mouvement, culturellement, il s'inscrit, on le disait, dans le métal. Moi, j'aime beaucoup le métal, c'est quasiment une des seules musiques que j'écoute avec du rock, etc. Peut-être un peu d'électro, machin. Mais sinon, nos mouvements, culturellement, ils s'inscrivent dans quoi? On a fait tous les deux une émission sur le NSBM. On est encore dans une imagerie très très négative. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose qui va permettre de faire des soirées pour faire remuer les gens et que les couples se forment, hein. C'est quand même. C'est encore un truc tourné vers le passé, encore un truc anti quelque chose quoi. Une fois de Voilà, et avec une esthétique qui est très reliée au passé, bah, ne serait-ce que dans la bannière de la chaîne YouTube de l'émission, c'est une statue, des choses. Voilà, c'est toujours emprunt à un passé idéalisé. oui, Et, nostalgie, ouais, en tout cas. voilà, donc depuis, on a quand même eu, on va dire, une nouvelle génération de militants ou de sympathisants qui nous sont arrivés par Internet à travers le forum 1825 de jeuxvideo.com, avec toute Oui, cette beaucoup. esthétique Rizitas et Pepe the Frog qui est empruntée à l'alt-right américaine. L'alt-right qui, je pense, elle, a peut-être réussi d'un point de vue esthétique, en tout cas graphique, d'incarner autre chose que ou du moins de s'inspirer d'autre chose que d'un passé idéalisé. Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que cet esthétisme-là, c'est pas aussi une pierre de plus dans notre sac à dos de militants qui fait que les gens ne nous rejoignent pas parce qu'on n'a pas l'air, encore une fois, comment dire, d'incarner l'avenir. Je prends un exemple, hein, il est très con mon exemple, mais imagine tu veux organiser une soirée comme ça, t'es une jeune fille, tu veux sortir en soirée avec ton groupe de copines. Normalement, des jeunes filles, elles veulent ne pas être emmerdées, tu vois, en allant de chez elles à la soirée, si tu veux. Elles veulent pendant la soirée tomber sur des mecs sympas, pourquoi pas faire des rencontres, mais pas des gros lourds à viner, etc. Ouais. Normalement, notre milieu, pardon, devrait pouvoir proposer ce genre de truc, si tu veux. C'est-à-dire que normalement, des jeunes filles qui viennent s'amuser dans nos soirées, elles devraient pouvoir à la fois faire le trajet sans problème, en toute sécurité, rencontrer des gens intéressants sur place et des gens qui se comportent correctement, écouter de la musique sympa sur lesquelles elles s'amusent un peu, parce qu'il faut quand même lâcher les vannes de temps en temps. Et voilà, et ça, en fait, ça leur est pas proposé. Nos soirées, c'est quoi? C'est une soirée rack dans, dans un entrepôt désaffecté, une soirée NSBM, tout ça, machin. Alors que bon, voilà, si on incarnait une musique ou un courant culturel dans lequel les gens peuvent s'amuser, même, comment dire? C'est un idéal de ma part, mais tu vois, quelque chose d'un petit peu trendy, comme on dit, d'un petit peu tendance, quoi. Tu vas dire en disant, ouais, moi je vais dans les soirées d'extrême droite parce que la musique est cool, c'est Ah, mais DJ. pourquoi pas, ouais, bien sûr. Voilà, tu y vas, tout se passe bien, les gens sont corrects, la viande saoule, entre guillemets, elle est maîtrisée. Voilà, et normalement, on devrait, tu vois, dans la situation actuelle, quand tu vois que maintenant des jeunes filles, j'ai des exemples même dans mon environnement proche, des jeunes filles pour sortir le soir maintenant, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'habillent comme des sacs pour rejoindre leur bagnole, pour pas être emmerdées par les groupes de racailles qu'elles pourront croiser en bas de la rue, si tu veux. Ouais. Elles vont arriver sur le parking de la boîte et se changer sur le parking, si tu veux, pour être habillées entre guillemets de façon féminine, parce que aussi les soirées, on y va aussi pour faire des rencontres. Et pour revenir, pareil, elles font attention à se surveiller les unes les autres pendant la soirée pour voir s'il n'y en a pas une d'entre elles qui est emmerdée par un vieux aviné ou ce genre de truc. Donc voilà, donc si l'extrême droite, entre guillemets, aurait presque un boulevard, si tu veux, à organiser dans le monde culturel des choses qui permettent aux jeunes gens, si tu veux, à vivre des expériences maîtrisées, quoi, sécurisées. Et c'est vrai qu'on est vachement, je me dis, nécessairement, quand on rentre dans le milieu, il faut avoir un background plein de codes comme ça.
Ouais. Et autant que ça soit en termes de politique pure que en termes culturels, je pense particulièrement moi à Casampande en Italie qui a réussi à faire J'allais le dire, ouais. une petite contre-culture avec les groupes comme Zeta Zero Alpha, Bronson, et même à reprendre le terrain du social, ce que reprend un petit peu le bastion social. Ouais. Et nous, on a l'impression que il faut, tu peux pas rentrer comme ça dans ce milieu-là sans rien connaître, sinon en fait. Non mais c'est ça. Qu'est-ce Bon, que là, c'est que ce truc, quoi? tu parles de Casapande qui est un phénomène en Italie à la fois social et culturel. Bon, même Zeta Zero Alpha, Bronson, etc., ça reste du rock. Mais bon, voilà, ce sont quand même des organisations, on va dire, qui ont organisé des événements culturels avec des expositions d'art, des concerts, Oui, même etc. les matchs de boxe là, je crois, c'est Chevaucher le tigre, Tanere El Tigre, je crois, qui font Ouais. depuis des années. Enfin, c'est vraiment vivant, quoi. Bah, Ça donne ça envie, reste, quoi. ça reste empreint de visuels et de valeurs qui sont propres à notre milieu, certes, mais c'est quand même très volontaire, quoi, très volontariste, avec des organisations de soirées, etc. Et effectivement, des événements où les gens pouvaient venir en étant sûrs. Du coup, les gens pouvaient y aller en se disant, je vais là-bas. C'est presque pas forcément par adhésion politique, mais tout simplement parce qu'ils savent que ça va bien se passer. Oui, Parce qu'il n'y oui. aura pas de problème. Voilà, on est dans une situation actuelle aujourd'hui où tu te dis, je sais pas, je crois que c'est il y a quelques années de ça, il y avait eu un fait divers au parc Astérix. Je crois que c'est entre Paris et le nord de la France, hein, le parc Astérix. C'est par là où c'était une famille, vraiment le père, la maman et leurs 4 enfants qui se sont fait agresser par une bande de racailles en plein milieu du parc, en pleine journée. Ouais. C'est-à-dire, on en est là quand même en termes de situation au niveau de la sécurité en France. Donc, entre guillemets, une organisation qui va pouvoir proposer des événements où des jeunes gens comme ça pourront vivre une expérience de façon totalement sécurisée, c'est déjà, c'est déjà un plus si tu veux. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que notre milieu incarne ça. C'est-à-dire qu'ils disent, bon voilà, chez nous, c'est des gens qui se comportent bien, qui parlent pas comme des charretiers, qui savent tenir, qui sont pas bourrés à 19h et qui se comportent correctement avec les jeunes femmes, quoi. Ouais. Et justement pour ça, je pense qu'il faut penser soi-même, incarner l'avenir. Si forcément on incarne le passé avec un côté un peu bof, on finit par faire du rack, quoi. J'ai envie de dire, il y a pas de secret, quoi, non plus. Ça Non, paraît mais assez logique, quoi. on dira que je voudrais pas qu'on ait l'air de vouloir trop taper sur le rack. Je te dis, le rack, c'était Ah une non, époque. Oui, bien sûr, mais bon. Tu vois, Tu Parce vois qu'il y la a- logique, quoi. le fait est que le rack représente encore notre mouvement au niveau culturel. C'est ça qui est triste, si tu veux un petit peu. C'est que c'est un... Ben oui, quand même, dans grande partie, ouais. Jean-Yves, tu disais toi que t'écoutais pas du rack. De toute façon, c'est pas notre génération. Ouais, non, moi j'écoute un peu de riff, mais vraiment très peu. Ouais, voilà. Très peu. Il y a quelques groupes que j'aime bien, tu vois, comme Île-de-France, In Memoriam, mais c'est très rare. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, quelque chose que j'ai constaté, hélas, il faut le dire aussi, ça fait partie de la critique du milieu. Le milieu est effectivement marginalisé, mais parce qu'il compte beaucoup de marginaux déjà en son sein. Donc je disais Oui, tout aussi. à l'heure des gens qui se complaisent dans la réaction pure à tout, donc ils seront toujours anti-système et ils voudront jamais progresser. Il y a des puristes effectivement qui comptent le rester, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu perdus là-dedans. C'est dingue, et même y compris chez des intellectuels des mouvements, ou des différentes chapelles du mouvement, des gens qui sont humainement mauvais. Ça pue la haine, ça pue la rancœur, ça pue la jalousie, ça pue l'ego, alors que les types sont 10. Tu vois, c'est très malsain comme milieu. Effectivement, t'es une jeune fille là-dedans, ou même un type à peu près normal qui veut pas perdre son temps, ou même faire des mauvaises rencontres, tu vois, il passe son chemin. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, effectivement. Il y a cet esprit d'entre-soi un petit peu malsain. Il y a ce côté aussi. Moi, j'avais ça quand j'étais adolescent, que je trouvais un groupe, on va dire un groupe de rock un peu underground. Une fois que le truc devenait plus populaire, si tu veux, j'aimais plus. Tu vois, il y avait le côté un peu esthète. Et je... Voilà, bah, ouais, bon, bah, ok. Alors ça, c'est un peu le problème, on va dire, c'est un problème adolescent. Mais Typiquement tu l'as métal réglé. aussi, ce genre de truc. J'ai l'impression. Non, mais c'est vrai, ouais, effectivement, c'est très adolescent, c'est un peu immature comme comportement. Oui, voilà, c'est ça, c'est Il y a ça. ce truc, c'est moi j'en suis, vous en êtes pas, vous connaissez pas. Il y a un petit côté élitiste aussi, peut-être. Voilà, donc ça c'est bien, effectivement, tu te fais ta propre expérience quand tu as 14, 15, 16 ans, c'est très bien. Mais là, on parle d'autre chose, et c'est ça le problème.
On va dire que notre extrême droite française est encore un peu adolescente en termes d'état d'esprit, peut-être. Il C'est faudrait ça, qu'elle c'est devienne un ça, petit peu plus mature. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Bah, toi, Daek, tu commençais à aborder le côté un peu individuel des choses, sur le fait il va peut-être falloir penser les choses de façon plus positive, Ouais. voir l'avenir de façon un peu plus vitaliste, on dirait. C'est toi qui dis ça. Donc, je sais pas, peut-être que tu voulais préciser des choses là-dessus. Ben, je pense au-delà enfin, je vais parler moi, ce que j'estime être un des pires poisons dans ce milieu, c'est au-delà d'être positif, faut surtout être constructif. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens dans ce milieu qui agissent vraiment en tant que dilettantes. C'est-à-dire que ça poste sur Facebook, ça agit dans le virtuel, et une fois qu'on est dans le réel, il n'y a plus rien. Et c'est des gens qui attendent globalement que les autres fassent le travail à leur place, quoi. Et, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là, quoi, en me disant, mais il y a personne qui fera le travail à votre place, quoi, les mecs, quoi. Tu veux dire une espèce de gauchisme comportemental. Ouais, C'est-à-dire ça que, doit être ça, ouais. comme on est pris en charge en France un petit peu pour tout, bah, je suis d'extrême droite, l'extrême droite peut me prendre en charge. Allez-y, prenez-moi en Ah charge. oui, et c'est la MJC pour les cassos, hein. Ouais, oui, voilà, il y a ce côté. Bon alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois. Il y a ça, et puis alors, déjà, c'est important de dire que ça touche énormément de gens dans ce milieu-là, même ceux qui pensent ne pas être concernés. J'ai envie de dire, regardez-vous dans une glace, je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être tiquer à un moment donné. Et c'est beaucoup lié à la recherche de ce que moi j'appelle les figures paternelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est beaucoup de gens dans ce milieu-là, qui attendent, par exemple, ça a été le cas avec Soral, un mec qui incarne une idée parfaite. Le mec va arriver, c'est Jésus en fait, quoi. C'est le Messie. Ouais, voilà, Et c'est ça, c'est une voilà, figure quoi. Il y a christique. rien à faire, il va Ouais. nous prendre en charge. Bon, je vais lui filer un petit billet pour lui dire, je suis là, je suis avec toi, machin. Et ça passe, fait dire, faut se réveiller, les mecs. Ça, c'est un rêve, ça ne se passera jamais comme ça, quoi. Ouais, il y a cette espèce Et en ouais. plus, ouais, et en plus, si tu prends une personnalité comme Soral, qui est elle-même très égotique et pour pas dire Oui. plus, lui-même Oui. va vouloir casser les nouveaux venus ou les créateurs, soit en les récupérant, et donc à condition qu'ensuite il répète ce qu'ils disent, il répète ce qu'il dira, et dès qu'il y aura la moindre petite divergence d'opinion, ce sera une trahison, ce sera la fin du monde pour lui. Ou alors les flinguer directement parce qu'il peut pas ou il veut pas les récupérer. Donc il va leur taper dessus, il va les critiquer au lieu de les laisser vivre leur vie, tu vois. Et t'as énormément de gens comme ça qui sont plus que toxiques, hein. Non mais ouais, donc en fait il y a cette espèce de volonté de parousie, c'est-à-dire que le nouvel individu fédérateur qui pourra enfin fédérer toutes ces chapelles d'extrême droite devra être en fait, comme tu disais Daeg, le Christ, quoi, c'est-à-dire la pureté parfaite en termes d'idées, en termes de vie personnelle, etc. Et on attend vraiment presque un messie, quoi, le messie de l'extrême droite. Et si un mec débarque et qu'il a un quelconque défaut qui nous plaît pas, ça y est, le mec Ah oui, se oui, fait parce que totalement t'as défoncer. l'effet inverse où le mec va dire, ah non, mais j'ai vu Soral, il a changé son canapé en bleu, moi ça me plaît pas, ça y est, je deviens anti-Soral. On peut aussi faire, enfin, ces gens-là peuvent faire marche arrière très très vite aussi. Oui, c'est vrai. Ah Pour oui, une oui. broutille, Oui, quoi. oui. C'est assez Non, mais c'est un hallucinant, milieu hein. complètement immature, effectivement, de ce point de vue-là. Donc il y a ça, et bon, tu parlais aussi tout à l'heure de société du mérite, et j'ai envie de dire, il est grand temps d'arrêter aussi d'accueillir des putains de cassos, quoi, parce qu'il y a pas d'autre mot, hein. Ah oui, Dans ce c'est ça. milieu-là, Quand je dis MJC Cassos, c'est-à-dire c'est du vécu, hein. C'est-à-dire tu vas venir voir à toi dans un mouvement politique. Moi, j'ai fait un peu de politique dans un parti qui s'appelle le MPF, qui était le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Oui. hmm, Il faut, bah, dans ma circonscription, je l'ai pas trop vu, mais dans d'autres, tu vois qu'il y a des gens à mettre sur la touche, euh, parce que sinon, ils vont tout faire pour rentrer. Une fois qu'ils vont rentrer, ils vont foutre le bordel. c'est Donc, ça. tu vois que alors, c'est bien de chercher des potes, mais là, tu as une logique communautariste qui peut se faire autrement que dans l'action d'un parti politique. Parce que si tu fais ça, tu vas gripper la machine. C'est ça, et puis faut arrêter de penser que parce qu'on est peu nombreux, on doit accepter tout et n'importe qui, quoi, parce que c'est vraiment ça, quoi. Et effectivement, c'est même au contraire, quoi. Moins on est nombreux, plus il faut qu'il y ait de compétences et de concentration, quoi.
Ça, c'est une forme de sélection naturelle, en fait. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire, Daek? Tu veux dire qu'en fait, certains, ce que tu appelles des cassos, pourraient rejoindre notre mouvement parce qu'ils pourraient voir en certains des groupes qui existent, en certaines organisations, une sorte comment on pourrait appeler ça, d'aide sociale, tu vois, Ouais, une sorte, c'est ça. la Mais en fait, la CAF la CAF des nations en Bah, fait. c'est-à-dire le milieu marginal va attirer les marginaux. Et ben voilà, c'est ça. D'accord. en plus, c'est généralement des gens qui se sont déjà fait refouler d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été viré de l'UMP et du Front National, eh ben, tu vas venir dans ces mouvements un peu plus petits. Bah, Ben, en fait, c'est des mecs qui sont des parias, en fait, et bon, qui sont incapables de se remettre en question, évidemment, c'est la condition numéro un. Et du coup, se disent, mais c'est quoi le truc le plus... Enfin, quel est le milieu politiquement où il y a le plus de parias ou qui est le plus anti-système? Donc, ils viennent chez nous en pensant se conforter dans leur position que c'est le système qui va pas et au lieu de se remettre en question. Et on a encore trop tendance dans ce milieu-là à les accepter parce que tu comprends, bon, ils croient que les reptiles existent, mais bon, il est gentil, donc au fond, en fait, le mec, c'est juste un boulet, quoi. Il t'aidera jamais à faire quoi que ce soit, mais vu qu'il est gentil, il faudrait faire du social, il faudrait l'accepter, quoi. C'est pas possible, ce genre de posture, quoi. Il y a d'autres endroits pour le faire, hein. Il faut pas Oui, c'est ça. le rejeter à 100%, mais effectivement, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que soit on parle de communautarisme, soit on parle de politique, mais on peut pas faire les deux en même temps, quoi. est-ce que euh, est-ce que ce côté cassos, les gens très centrés sur eux-mêmes, qui viennent amener leurs problèmes au sein des différentes organisations, est-ce que c'est du fait, si tu veux, de nos sociétés individualistes, si tu veux, qui a fait que les gens sont devenus comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose en fait qui vient peut-être aussi de notre milieu? C'est-à-dire, j'entends que, voilà, est-ce que c'est les valeurs peut-être catholiques, est-ce que c'est les valeurs traditionnalistes qui font que les gens, bon, déjà, les gens sont marginalisés si jamais c'est leur courant de pensée dans nos sociétés, ça c'est normal. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre milieu ou... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Mais Bah, il y a un peu des deux, je pense, en Non, fait, il y a des hein. deux, mais il y a des deux, mais La simplement les nature. autres savent dire non. Et Bah, c'est comme ça, ouais. nous, on est moins nombreux, on a plus de mal à dire non à quelqu'un. bah, en tout cas, pour ce qui est de l'Occitanie, Daeg, je pense qu'on est bien placé pour ce Oui, qui on a était eu quelques du phénomènes, ouais. filtrage de Cassos, hein. Ouais, non, mais voilà, c'est une question qui se pose, quoi. Ouais. Ouais. Ok, bah alors dans ce cas-là, quelle est entre guillemets, la parade, si on a une à ça? À part effectivement revêtir donc un aspect culturel plus positif, plus tourné vers l'avenir. Quand je parlais de culture tout à l'heure, c'est parce que ou de DJ et tout ça machin, c'est parce que je m'étonne moi, si vous voulez, de pas voir comment dire, d'artistes électro de notre milieu, d'artistes graphistes. Alors ça commence à arriver. Je ne le vois arriver que depuis qu'on a Bah, t'en as, il me semble que dans l'électro, ils ont pas besoin de le dire, ils se définissent pas comme ça, mais si tu discutes un peu avec les gars, tu vas vite te rendre compte que c'est un milieu essentiellement blanc et qui pense bien, hein. Ouais, mais ils s'affichent pas Mais en... simplement, ils ont pas besoin de le dire, Ouais, hein. voilà, ils s'affichent pas en tant que tel. Ça fait pas partie de notre mouvance, si tu veux, Ouais. même esthétiquement. Alors ça commence à changer. Moi, je le vois sur les groupes d'initiatives communautaires. Je vois qu'on commence à arriver à avoir des profils de gens. Voilà, il y a des graphistes, des musiciens. On commence, ouais, voilà, des vidéastes avec des montages un peu dynamiques. On commence vraiment à avoir des choses intéressantes. Mais il a fallu attendre, entre guillemets, le communautarisme pour voir des choses sympas arriver. Peut-être parce que le communautarisme est peut-être une des seules mouvances qui incarne effectivement l'avenir, puisque c'est sa qualité intrinsèque, en fait, c'est de se projeter dans l'avenir. Mais quoi d'autre? Quoi Ouais. d'autre? Là, je pense qu'il y a aussi le milieu culturel en France a tellement été récupéré par la gauche et tellement infusé Ah, par ces idées-là. il est subventionné. Donc Oui, aussi. comme non, mais il est que subventionné. Ouais, Il non, n'existe que par l'argent du contribuable. Donc ça veut dire que si toi tu penses pas bien, tu n'auras jamais les subventions. Et donc tous les autres qui ont l'aval de l'État les ont. Donc forcément là tu as un déséquilibre extraordinaire. Alors soit le gars finit par faire un truc en se disant ça va marcher et je mets mes convictions de côté, soit je fais rien, mais tu peux plus faire quelque chose, ou alors à un niveau très rustique.
Ça, puis je pense qu'il y a même une espèce de peur finalement de se déclarer de droite quand t'es dans musicien ou enfin, dans Ouais, ces voilà, il y a milieux-là. ça. C'est-à-dire Parce que, que Bah oui, parce que si, ouais, voilà, évidemment, puisque si tu dis, si on te dit de base les c'est subventions impensable c'est quoi. pour la gauche, bah tu te retrouves qu'avec des gens de gauche qui ont les subventions pour la gauche. Alors si toi là-dedans tu dis que t'es de droite, on va te regarder bizarrement, c'est non, sûr. mais t'as raison parce que t'as aussi un petit peu les ambitions personnelles de l'artiste. C'est-à-dire que Bien nos sûr. idées telles qu'elles sont perçues aujourd'hui en France, s'afficher comme un artiste entre guillemets de notre courant de pensée, ça revient un peu à se tatouer une croix gammée au milieu du front, quoi. Et c'est Ben une ouais, marque ouais, c'est ça. indélébile qui, pour toute ta Ouais. vie, et... Alors ceci dit, il y a quand même une lassitude, c'est là où il faut quand même être positif, mais là c'est pas le mouvement c'est pas une victoire de l'extrême droite ou du mouvement d'extrême droite, c'est une victoire. C'est parce que le système va tellement loin dans ses excès que finalement, tu as de plus en plus de gens qui se disent, bon, ils commencent à nous faire chier là. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. T'as des tas de moi les quelques vidéastes que je regarde régulièrement, c'est le joueur du grenier qui fait des trucs de rétro gaming, Ouais, et puis Norman qui faisait depuis des années des petits sketchs de quelques minutes qui étaient assez drôles, enfin que personnellement je trouvais assez drôles. d'accord. Et en fait, ces types-là ont subi des pressions gauchistes et à un moment donné ont décidé de dire je vous emmerde. Par exemple, le joueur du grenier, il disait bon, à un moment donné, moi je vote Dupont-Aignan, machin. Il se prend souvent la tête sur Twitter euh, avec des féministes hystériques et ce genre de débiles mentaux. Euh, il assume. Norman, il avait fait une de ses dernières vidéos, c'était pour la liberté d'expression sur Internet, où il avait dit ça, il avait fait une petite scène de guerre, et en fait, ça représente un terrain miné. Et donc, on peut plus faire une blague sur un juif, sur un homosexuel, sur un étranger, sur une femme, sur un obèse, sur je ne sais quoi, en étant tout de suite qualifié de raciste, d'extrémiste, de fasciste, de xénophobe, de homophobe, de islamophobe, etc. Et d'ailleurs, peu après cette vidéo, il en a fait beaucoup moins. Je crois que. Enfin bon, il faut regarder, mais il en faisait beaucoup. Et du jour au lendemain, il y en a moins eu parce que ce truc-là, à mon avis, a dû lui attirer les ennuis. Donc il y a quand même une certaine forme de lassitude, même des gens les plus intégrés au système, parce que c'est là on parle de gens qui font des millions de Ben vues. justement, Je crois que Norman, c'est des millions de vues par vidéo. justement, C'est Jean-Yves, pas- tu as pris des exemples là pour ce qui est du joueur du grenier. Norman, je ne connais pas, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Mais tu as pris des exemples de mecs qui pèsent, comme on dit dans le YouTube game, c'est-à-dire des mecs dont une prise de position un peu, on va dire, à contre-courant, si tu veux, n'a pas forcément d'incidence concrète après sur. Ils pèsent tellement lourd, si tu veux, qu'ils peuvent se permettre de temps en temps de péter un coup si tu veux sans que ça signe si tu veux leur arrêt de mort en tout cas en termes de en tant que vidéaste le joueur du grenier Mais ouais je sais pas, parce que je sais pas dans quelle mesure ça peut s'arrêter du jour au lendemain. ouais Mais je pense qu'il y a quand même une prise de risque. oui non mais Et qu'ils en sont conscients. bien sûr non non mais certainement effectivement un mec qui Alors a après, on peut se dire, mais de toute façon, comme la plupart des gens qui le regardent sont comme lui, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont comme nous, j'allais dire, ils ont une lassitude aussi du système, des excès du système. Donc au bout d'un moment, ils vont se dire, effectivement, même si je suis pas d'accord avec lui, il dit ce qu'il veut, je m'en fous. ouais Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des vraies représailles, non pas de son public ou ça, effectivement, même s'il perd, je sais pas, quelques centaines de milliers de suiveurs, c'est pas très grave. Mais la plateforme elle-même, par exemple, peut décider à un moment donné d'en finir avec lui. De dire je te supprime de YouTube ou bien je te supprime de Twitter. Ça se voit de plus en plus. ouais Mais malgré cette chape de plomb qui pèse sur tout le monde, eh ben, les gens continuent quand même j'allais dire, à mal penser. Il y a un désir de liberté par rapport à ça quand même, et qui est pas de notre fait, mais qui est une bonne chose. ouais c'est du fait de trop de pression dans la cocotte quoi je pense que là Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est c'est ça ça. ouais, ouais. Mais Alors c'est pas des gens qui diront qu'ils sont d'extrême droite, ils savent pas ce que c'est, ils ne le sont peut-être même pas. En tout cas, ils sont même pas de droite peut-être, ou ils sont même pas nationalistes, ou ils sont pas patriotes, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais n'empêche qu'ils disent quand même, ça suffit les conneries, on a le droit de dire ce qu'on veut, quoi. En gros, c'est
on en revient un petit peu au besoin de souveraineté exprimé par les Gilets jaunes avec le référendum d'initiative citoyenne. C'est un peu la même chose, quoi. Foutez-nous la paix. Bah, Donc, ouais. c'est ça l'avenir, je pense. Ce qu'on pourrait peut-être dire aussi, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de gens qui sont bien ancrés, si tu veux, dans leur, dans leur figure de youtubeur, des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont, comme on le disait, pas mal d'abonnés, qui ont déjà un public et qui se sont autorisés, du fait de trop de pression, quelques écarts. Maintenant, on pourrait peut-être dire aux artistes qui se lancent, entre guillemets, qui aimeraient faire quelque chose qui a un rapport plus ou moins direct avec notre courant de pensée. Il faudrait peut-être se dire qu'on puisse proposer aussi des espaces d'expression. On parlait de Casapande tout à l'heure, mais ce sont quand même des gens qui ont proposé des scènes aussi. Parce qu'il faut quand même penser que notre milieu, c'est aussi un positionnement artistique. Certains l'ont bien compris d'ailleurs, que notre milieu représentait un marché, ce qu'on appelle le marché de la dissidence. Donc ça pourrait peut-être être un espace d'expression pour certains, quel que soit leur art, entre guillemets, que ce soit de la musique, du graphisme ou autre chose. Mais c'est vrai qu'on ne propose pas réellement d'espace. On n'a pas vraiment un festival, on n'a pas... là, il n'y a pas le Hellfest des nations. Enfin, certains diraient que c'est le Ragnarok. Hein. Il a été souvent critiqué pour ça. Je pense c'est pas à juste titre, hein, mais bon. Bref, voilà. Est-ce qu'à l'instar de Casapan en Italie, on ferait pas bien de proposer je sais qu'il y a, Daek, tu le sais toi, hein, on a des organisations dans le sud qui proposent des Hmm. scènes, etc. Oui. Mais c'est peu su. Et le fait que être un artiste, entre guillemets, estampillé national, peut être viable économiquement pour certains. Je crois, non? Oui, oui, oui. Non, mais c'est que c'est une grande question. Pourquoi effectivement on est complètement absent du terrain culturel, mais c'est aussi le terrain environnemental où on aurait des portes ouvertes aussi, le terrain social, le terrain économique. On est complètement absent et c'est vrai que on passe notre temps à regarder ce qui marche ailleurs en Europe et je sais pas, s'il y a vraiment un truc incapacitant chez nous ouais, à construire sur le long terme dans ces domaines-là, c'est assez questionnant quand même. Mais C'est vrai. est-ce que c'est pas un mal typiquement français? Parce que, en fait, Peut-être, ouais, je sais pas. depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux, il n'y a aucun courant culturel, si tu veux, peut-être à part l'électro, c'est la French Touch, il y a aucun courant culturel, si tu veux, qui est français, qui a rayonné dans le monde, quoi. On fait du rock comme le font les Américains, même Bah, il y a les... un peu la Wave là dernièrement, mais bon, c'est le reste de Ouais, l'électro puis on va dire que effectivement. c'est très international. Je veux pas dire cosmopolite, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui soit politisé, mais Oui, c'est vrai que c'est très présent dans notre milieu comme courant musical. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme les yéyés, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est pas forcément l'extrême droite. C'est-à-dire que les Français n'arrivent pas à rayonner. Ils reprennent oui, forcément des choses qui naissent ailleurs, souvent dans les puissances dominantes, quoi. Entre guillemets, les États-Unis. Bon, ça serait une piste à voir aussi, voilà, l'organisation d'événements culturels, une sorte de sécurité qu'on pourrait proposer aux artistes qui aimeraient bien s'exprimer sur le sujet, parce qu'il y en a, on le voit, avec des incidences sur leur vie qui n'est pas l'horreur qu'on pourrait imaginer, quoi. Certains artistes ont fini par s'afficher, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure. Voilà, il y a un moment, joueur du Grenier, il a dit oui, bon, bah, je vote Dupont-Aignan, je vous emmerde. Et puis bon, bah voilà. De toute façon, le mec, oui. il passe. Après, il faut arrêter aussi de fantasmer. Ça y est, là, enfin, je mets à la tête de quelqu'un qui pense que l'extrême droite c'est le mal absolu. Et là, je pense qu'ils pensent vraiment qu'ils vont prendre feu au moment où ils vont avouer qu'ils ont quelques opinions de droite. Quoi. On n'en est pas là non plus aujourd'hui en France. Et c'est peut-être justement d'ailleurs un mal aussi parce que ben, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens justement qui passent leur temps à attendre et à regarder ce qui se passe, je me dis finalement dans ce milieu on a peut-être encore, enfin en tout cas en France, on a encore trop le luxe du choix, c'est-à-dire ben, en être ou pas quoi. Alors que bon quand on a pris conscience de la réalité ethnique, il y a plus ce luxe-là quoi. Hein. Oui, Il y a peut-être ça aussi quoi. mais On n'est pas encore assez loin dans la merde quoi finalement pour. tiens, tu as dit ethnique, on peut dire démographique, enfin peu importe. Oui, Mais on parlait tout à l'heure d'un élément qui fédérerait les différentes chapelles de l'extrême droite. Est-ce que être identitaire, c'est pas l'élément fédérateur justement qu'on évoquait tout à l'heure? Parce que c'est l'élément fédérateur du communautarisme.
Donc, Pour nous, en tout cas, oui, ouais. au sein de voilà la courance un petit peu suavelos communautariste, mais après, est-ce que ça suffit à définir la mouvance en général? Je suis pas sûr. Non, Hein. peut-être pas, parce qu'effectivement, dans le paganisme, par exemple, là, il peut y avoir des événements, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec des artisans qui travaillent le cuir, patati patata, des trucs qui font penser aux Hmm. Celtes, etc. Il y a énormément de gauchisme aussi. Donc, enfin, on va dire que ce sont des identitaires qui s'ignorent. Mais Oui, oui, enfin, c'est un élément important, nécessaire, mais pas suffisant, on va dire. c'est ça. Bon, alors, je sais pas si on a fait le tour de la question. Déjà, je m'excuse auprès des auditeurs. L'émission était peut-être un très brouillon. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais c'était pas forcément très structuré. Alors, je rappellerai quand même que Daeg et moi ne sommes pas youtubeurs, hein, c'est pas notre métier. On a des métiers dans notre vie et on compte pas faire carrière Hmm. dans le YouTube game du tout. D'ailleurs, je pense même qu'on peut le dire, Daeg, que la chaîne sera en pause jusqu'à qu'on ait envie de faire une prochaine émission. Oui, des grandes Euh, chances en tout cas, Tout ouais. simplement. Jean-Yves, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'avais des trucs à dire, oui. Après, là, si je le dis comme ça va sembler un peu décousu, peut-être. Bah, Euh, j'ai parlé tout à l'heure rapidement de la logique euh, de la fête des défaites. oui, Et donc, finalement, le collaborationnisme potentiel des soi-disant nationalistes français qui vont se réfugier en Allemagne ou dans l'idée d'Europe ou quoi, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France. Il y a une logique collabo qui vient en fait de l'antipopulisme, c'est-à-dire on dit euh, dans un premier temps on est sincère, on veut se battre pour le peuple et pour améliorer les choses en France. Dans un deuxième temps, on voit que ça marche pas, alors on commence à se dire putain le peuple il vote mal, il fait chier, il comprend rien. Tu vois, l'amant est conduit quoi. mm, Fait chier, vous me faites tout chier, donc je trahis. Voilà, et je vous emmerde, je détruis, je trahis, je vais me vendre à quelqu'un d'autre. C'est ça la logique du collabo, alors qu'on peut comprendre à une échelle individuelle, mais quand ça devient à l'échelle d'un national, ça devient dangereux. d'accord. Euh, voilà, donc ça c'était pour terminer le raisonnement tout à l'heure sur les collabos. Il y a aussi le gros problème, comme on dit qu'il ne faut pas mélanger les banques de dépôt et les banques d'investissement, je pense qu'il ne faut pas mélanger, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, la politique et le communautarisme. Le communautarisme, il faut pas nécessairement il faut, à mon avis, même pas qu'il soit politisé. Ouais, Tu viens de le dire avec l'identité, on peut être, tu vois, ton natio qui travaille le cuir et ton gauchiste qui travaille le cuir et qui sont tous les deux à la limite fiers d'être bretons, même s'il y en a un qui va détester le fait d'être français, tu vois, par exactement, exemple. ouais, ouais, ouais. Tant qu'ils parlent pas de ça, ils vont pas s'engueuler. Ouais, tout à fait, ouais. Et finalement, ils n'ont pas forcément besoin d'en parler. Donc il faut pas que ce soit il faut pas que ce soit une barrière entre les deux. Euh, J'entends bien, mais voilà. par contre, le communautarisme, entre guillemets, si on veut le promouvoir et que ce soit un sentiment qui se développe, tu finis par en parler, si tu veux. Enfin, ça finit par devenir politique. Le communautarisme est méta-politique, il a une incidence après sur la politique Ouais, ouais, lui-même. il peut l'être au fur et à mesure, en fonction des gens qu'il y a, etc. Mais il faut pas peut-être que ça parte de là. D'accord, ok, Tu je vois la comprends. nuance. Ouais. Ouais, Sinon, il y avait aussi un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport, là on n'en a pas trop parlé, mais il y a de plus en plus, on entend les mots de nationalisme blanc. C'est pas nationalisme français, et pour pas dire nationalisme européen, en plus il n'y a pas de peuple européen encore une fois, parce que si l'extrême droite du Grèce et compagnie a échoué depuis 50 ans, ou même 60 ans maintenant à faire une espèce de nationalisme européen, c'est parce que les peuples ne se connaissent toujours pas. ouais, Je serais très curieux de savoir, et ça je l'ai déjà écrit, mais je veux le dire, je serais curieux de savoir combien de gens ont des amis. Et quand je dis des amis, c'est pas un Français expatrié. ouais, On ouais. parle de quelqu'un qui est né de parents anglais, allemands, irlandais, italiens, espagnols, pour ne parler que des pays autour de nous, euh, ou portugais, quelqu'un qui vit dans un autre pays depuis longtemps, qui est né là-bas, qui a sa famille là-bas, et qui donc est un étranger total, et avec qui on tisse des liens depuis plus de 6 mois, dans une optique
soit politique, soit simplement de communautariste au niveau européen. Ouais, c'est Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc tous ceux qui parlent de faire l'Europe avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, qui ne parlent même pas la même langue, à part baragouiner un peu d'anglais, euh, franchement, moi, ça me fait rire, quoi. Donc il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous voulez, tous ceux qui ont une idée de grande Europe et compagnie, tissez déjà des liens avec les gens, et ensuite, peut-être ça donnera quelque chose. Mais sinon, c'est la même chose que veulent faire les fédéralistes européens, quoi. Ils se disent on va imposer une monnaie commune pour essayer ensuite, par la force des choses, d'avoir une politique commune, mais en sachant que les gens n'ont quand même rien en commun au quotidien. Est-ce que Donc, est-ce que tu penses que forcément cette idée d'européanisme, c'est forcément au niveau des individus, c'est-à-dire que comme tu le disais, ça doit être des gens qui se sont entre guillemets mélangés, des gens qui bah oui, connaissent parce fort. que pour l'instant, il n'y a rien. Les seuls qui se connaissent en Europe et qui se fréquentent, c'est les chefs d'État. Oui, c'est vrai, mais si tu veux, il peut y avoir entre guillemets une prise. Mais c'est comme dans la monarchie avant, il y avait, je veux dire, les familles royales européennes étaient toutes mélangées, hein. Les Autrichiens, les Anglais, les Hollandais, les Français, les Espagnols, c'était une seule nation, hein, quasiment, hein, de rois. Non, mais C'est une seule famille, il peut y quasiment. avoir des prises de position en termes politiques, si tu veux, qui sont communes à tous les peuples européens, sans que ces peuples européens-là se mélangent forcément. Bah, alors, si tu fais ça, ça va donner juste la même chose que euh, que ce qu'il y avait avant, ce qu'on appelait la construction européenne, c'est-à-dire des pays qui vivent leur vie et qui ne s'empêchent pas d'être alliés, par exemple quand il y a une guerre. Hein, le- L'hécatombe de la Première Guerre mondiale, ça vient quand même d'un jeu d'alliance qu'il y avait en 1914. Donc tu voudrais dire Donc on que... n'a pas besoin, Ouais. on n'a pas besoin de créer des structures supranationales desquelles on va être prisonnier et qui vont satisfaire personne, juste pour le plaisir de dire s'il y a un problème, on est là. Non, c'était pas nécessaire. Mais est-ce que tu veux dire que, genre, le slogan blanc de tous les pays ou identitaire de tous les pays ou occidentaliste de tous les pays, unissez-vous, euh, c'est morné? Bah non, je dirais pas unissez-vous, justement, mais je dirais apprenez à vous connaître, parlez-vous, Ouais. euh, et ce serait déjà une chose extraordinaire. Et en plus, on aurait la liberté, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un Français et un Allemand vont, bon, je sais pas, moi, admettons, j'ai un ami allemand, ce qui n'est même pas vrai, tu vois, alors que j'étais frontalier, j'étais germanophone, mais bon, j'ai perdu parce que je pratique plus, mais en fait, j'avais pas vraiment d'amis allemands. Et je sais pas combien de Français qui sont germanophones ont un ami allemand avec lequel ils parlent. Et quand ils parlent dans quelle langue avec lui? Est-ce que c'est l'allemand qui parle français? Est-ce que c'est le français qui parle allemand? Est-ce qu'ils parlent anglais entre eux? Je Ouais. veux dire, c'est quoi la logique là-dedans? Oui, c'est vrai que il y a peut-être Qui une. va manger l'autre? Ouais, ouais. Ouais, qui va manger l'autre? Est-ce qu'on serait... Si on se contente de dire on va se connaître, c'est déjà beau. On va se comprendre, c'est magnifique. Et on va se respecter, c'est génial. C'est-à-dire, bah oui, moi je vais manger une choucroute avec toi, et puis toi, tu vas goûter ma quiche Lorraine, et puis ensuite, je vais pas imposer pour autant la quiche Lorraine en Allemagne et la choucroute en France, on va dire ailleurs qu'en Alsace. Mais Ouais. je veux dire, ça paraît con ce que je dis, mais en fait, c'est important parce que l'idée d'Europe, c'est une idée comme ça un peu éthérée, un peu magique, Ouais. l'Europe. Voilà. Mais en fait, il y a pas de fond, ça n'existe pas. Et les seuls qui la font vraiment aujourd'hui, ce sont les mondialistes européistes qui, eux, la font, mais pour la détruire, c'est-à-dire pour l'uniformiser. Si toi, en tant que nationaliste, tu ne veux pas l'uniformiser, bah, tu es obligé, pour respecter les identités non seulement nationales, mais en plus locales, tu vois, des Länder, je sais pas si tu veux respecter la Bavière, etc., euh, de toute l'Europe, une espèce d'Europe des régions, Mhm. si tu veux pas qu'elle se fasse sous l'égide de Bruxelles, eh ben, il faut qu'elle se fasse avec les gens. Et donc sans structure politique qui va garantir à chacun le fait de pouvoir rester indépendant. Mais Ça n'empêche pas de nouer des alliances ponctuelles, mais il faut pas faire de loi commune, par exemple. Parce que sinon, ça veut dire que tu vas prendre une tradition qui va empiéter sur celle d'un autre pays. mais est-ce que justement l'élément fédérateur des peuples européens, ça serait justement pas cette Alors, lutte ça peut être identitaire? ça. Justement, Ça tu vois peut ce que être je veux ça. dire? Ce combat Oui, occidentaliste ne serait pas l'élément fédérateur justement qui manque à l'unification des peuples européens. mais ce serait parfait. Ce serait parfait si c'était le cas, mais avant de le, de l'imaginer, je pense qu'il faut déjà connaître
Là, si on part dans la réalisation, là, on vient d'avoir l'idée, ok, c'est super, Ouais. et moi je suis pour, mais ensuite, la première étape, c'est déjà de se connaître. Mhm. Tu vois. Alors je sais que on connaît déjà pas la France complètement. Je veux dire, c'est un pays extraordinaire, la France. Est-ce que vous avez été dans toutes les villes de France de plus de 20 000 habitants? Ça m'étonnerait. Alors si en plus il faut commencer à aller dans toutes les régions et nouer des contacts à l'étranger, je veux dire, c'est un travail de longue haleine qui peut se faire par la base et qui prend du temps. C'est pas un truc qui est décrété comme ça par un politicien hors sol. Bon. Ouais, tout à Donc, fait, ouais. maintenant pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'Europe, et maintenant, pour pas parler de nationalisme européen, parce que c'est un gros mot, il y en a beaucoup qui parlent de nationalisme blanc. Donc en fait, c'est encore pire, parce que dans le nationalisme blanc, tu vas mettre, je sais pas, tu vas rajouter en plus de toute l'Europe, tu vas rajouter des Slaves, des Américains, des Australiens, j'en sais rien, des Sud-Africains. Bon, Ouais, ouais. Ce qu'on Euh, appelle. je veux dire, je sais pas ce que c'est que ce globi-boulga, mais c'est une démarche qui n'a pas trop de sens à mon avis. Et en plus, maintenant, quand on parle de ça, t'as remarqué, et t'as cité assez l'Occident tout à l'heure, je crois que c'est ce qu'il fait, il parle d'occidentalisme. Maintenant, les gens parlent d'occidentalisme. Ouais. Donc ce qui était avant, en fait, presque mal vu, hein, l'occidentalisme, Mhm. pour un nationaliste, Mhm. maintenant c'est bien vu. Il faudrait refaire une espèce de guerre froide, Occident contre le reste du monde, tu vois, contre, alors bon, l'Empire islamique, je veux bien, puis à côté l'Empire jaune, je ne sais pas, l'Empire rouge peut-être, avec l'Inde et le Pakistan, Mais je oui, sais mais pas ce qu'on peut y est-ce que c'est pas notre avenir en fait? Est-ce que dans peut-être même pas une décennie, est-ce que l'histoire du monde, ce sera pas comme ça, cette confrontation de ces grands blocs au Mais de... oui, mais si tu fais ça, tu reviens contre l'identité. C'est-à-dire que tu vas renier rapidement ton identité. Alors là, je parle pas de l'identité occitane ou lorraine, mais tu vas même renier jusqu'à ton identité française et même européenne si tu commences à parler d'Occident Ouais, non, mais j'entends bien, de- mais ou de monde blanc. Donc chacun, tu vois, si tu veux rester à ce niveau, au niveau culturel et pas au niveau racial ou ethnique qui est trop haut, hein, si tu tiens vraiment à sauvegarder l'identité berrichonne ou du, ou du carcassonnais, ouais, bon, ouais, ouais, eh le bien, cassoulet quoi. ouais, eh ben, il faut pas aller trop, trop, trop loin, comme ça, trop haut, sans garantie. Et ceux qui balancent des mots comme ça, blanc, occident, à mon avis, le font sans garantie. Oui, mais est-ce que justement, si tu veux, on parlait des raisons des défaites successives de notre milieu, est-ce qu'il n'est pas cantonné, si tu veux, à une géographie trop locale, alors que maintenant, effectivement, on est face à la confrontation de grands ensembles qui font que bah, ça sera plus ou moins effectivement l'Asie développée, l'Asie Et atelier du monde face... moi, non, moi, je le vois pas. Déjà, dans mon travail, je le vois pas. C'est-à-dire qu'il y a une relocalisation Ouais, géographique du travail. Ça, c'est dû aux nouvelles méthodes de management. Par exemple, là, depuis quelques années, c'est tout ce qui est méthode, ils appellent ça les méthodes d'agilité, ouais, Scrum, le Scrum, ouais. etc. Et en fait, pour ça, il faut que les gens soient dans la même pièce. Et en fait, tous ceux avec qui on travaillait en Inde, etc., ou d'autres pays offshore que je citerai pas, Mhm. on Maroc, est en train de, ouais, pays du Maghreb, on est en train de revenir, en fait, bah, en gros à Toulouse, quoi, ou disons dans une ville française, ouais. pour ce qui est de la France, et c'est pareil dans les autres pays. Donc non, il y a une relocalisation à ce niveau-là, et ça c'est au niveau managérial, hein, donc ça veut dire que ça suit. Là, c'est pas la lubie de quelques-uns, c'est des stratégies de management qui sont éprouvées et qui sont formalisées avec des certifications, etc. Euh, donc il y en a encore pour un bout de temps comme ça, et donc ça va se développer de plus en plus. Donc il faut pas être justement, faut pas avoir peur de ce type de confrontation. C'est pas un Pakistanais qui va te prendre ton emploi aujourd'hui. Par contre, ça peut être un halogène qui va te prendre ta vie dans ta rue, tu Oui, vois, qui va squatter devant chez toi et qui va t'emmerder quand tu vas vouloir rentrer la bagnole ou je ne sais quoi. Donc, le problème, il est déjà chez nous. C'est pas la peine d'imaginer une guerre de blocs, si on n'arrive déjà pas à faire le ménage dans sa rue, quoi. Donc, à mon avis, rester à une échelle, à une échelle identitaire euh, de faible envergure, mais la défendre partout. Et partout, pas dans le monde, à la limite, sauf si toi tu veux vraiment défendre les Boshiman du Kalahari, mais autrement, au niveau européen, effectivement. Oui, je veux défendre
l'identité bavaroise contre le centralisme berlinois, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est une vision des choses. Moi, je dois t'avouer que j'ai peur que ces identités locales, même si j'ai comme marotte l'histoire des Celtes, enfin toute cette époque-là, tout ça machin, j'aime beaucoup ça. J'ai peur que si tu veux, que ce soit des identités qui, entre guillemets, n'ont, j'ai envie de dire, plus lieu d'être de nos jours, quoi. Je pense qu'on est passé à une. Oui, mais ce que je dis, c'est que tu auras la même chose après avec les Français. Parce qu'une Oui, fois bien que tu auras sûr. supprimé l'échelon régional, bah, tu vas supprimer l'échelon national. Et tu supprimeras tout. Oui, mais est-ce qu'on défend pas plus des valeurs, peut-être aussi un phénotype, j'ai envie de dire, la vie à l'occidentale, est-ce qu'on défend pas plus ça aujourd'hui que le peuple français? Le peuple Ben, français, moi, je c'est... vais te donner un. est-ce que Ouais, tu as mais je vais envie te de le donner un exemple. défendre, toi, tu vois? Est-ce qu'il y a certains Français là que tu peux croiser dans la rue qui t'emmerdent, là, à la caisse, à Auchan, tout ça, machin, des vrais cons, des gauchistes, est-ce que tu as envie de les défendre? Tu vois? Ah, c'est encore une fois, c'est est-ce que tu défends le peuple français globalement ou est-ce que tu le trahis globalement, mais tu pourras pas faire entre les deux, hein. Tu pourras Mais pas là, dire lui je le choisis, lui je le choisis pas. on Donc, s'était déjà effectivement, posé la, pardon, on s'était déjà posé la question dans l'émission, à savoir est-ce qu'on était des nationalistes ou est-ce qu'on avait entre guillemets dépassé ça? C'est genre, ça serait présomptueux de dire genre on est passé au-dessus, tu vois? Non, non, mais est-ce mais qu'en c'est fait on pour n'est ça pas, qu'il y a la ouais, logique. Ça c'est la logique communautaire et il y a la logique politique. Et les deux doivent être distinctes, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une logique politique. ouais. Alors effectivement que vous portez pas forcément, je l'entends bien. Non, non, mais j'entends Mais bien. mais il y en aura une quand même. Non, non, Et il mais faut pas que. j'entends bien cette idée et tu as effectivement raison en disant que le communautarisme n'a pas besoin d'être empreint de politique sur toutes les questions qui concernent la vie au quotidien, quoi. Bien au Ah oui. contraire, Puis effectivement. regarde, tu parles de mode de vie, mais le français, par exemple, c'est un des seuls pays, même dans le monde occidental, c'est pas la peine d'aller chercher les Arabes ou les Chinois pour ça, à manger, par exemple, ensemble, à des heures fixes, en se mettant autour d'une table, en dressant la vaisselle, euh, voilà, avec une espèce de rigidité, tel plat se mange avec tel type de cuillère ou tel type de fourchette et pas un autre. Ça, tu retrouveras pas ça, même sans parler des États-Unis, tu le retrouveras pas dans d'autres pays d'Europe, tu le trouveras pas en Angleterre, tu le trouveras pas en Allemagne un petit peu, mais euh, c'est assez unique quand même dans le monde. Ça, c'est le mode de vie français. Ouais, tu voudrais dire qu'on aurait peut-être un petit peu tendance à penser l'Occident comme un ensemble de pays dont la culture française, tu vois, enfin, est la Mais même, parce quoi. qu'on les connaît pas. Ouais. Quelqu'un qui a jamais été aux États-Unis, il imagine pas que tout le monde bouffe sur son burger devant son ordinateur et que même les enfants mangent leur pizza dans leur chambre, tu vois. Ouais, 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 non, c'est clair, ouais, ouais. Alors que justement, pour le français, la gastronomie, c'est un point culturellement très important. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils bouffent à n'importe quelle heure, n'importe quand. Alors que si tu regardes les séries américaines, ce à quoi on t'invite d'ailleurs, mais elles sont bien faites, ils ont du pognon, il n'y a pas de souci, mais Ouais, euh, t'as l'impression que ces gens sont comme nous. En fait, on a l'impression de connaître tout, mais en fait, on connaît rien on connaît que dalle, ouais. de cet étranger. D'accord. Tu vois, sauf d'y résider, encore une fois, d'avoir des contacts euh, réguliers avec tel milieu de tel pays. Et ça doit venir de la base, bon, ou au moins d'un type de la base qui va connaître. Tu vois, si tu veux développer des relations entre la France et la Hongrie, ce serait peut-être bien que le type qui s'en occupe, au minimum, il connaisse le hongrois et la Hongrie. Ou- Mais ce que je dis, c'est vrai pour n'importe. Et encore, si je connais pas la Hongrie, mais s'il y a plusieurs régions comme ça avec leurs propres identités et leur propre mode de vie, leurs propres coutumes locales, bah dans ce cas, il faudrait qu'il y en ait au moins un euh, par région comme ça qui connaissent chacune de ces déclinaisons hongroises. Bon, Et c'est t'as entendu, Daeg, hein, il nous faut un Erasmus communautaire. et en fait, mais oui, enfin, si on veut parler d'Europe, on n'est pas obligé d'en parler. Mais si on veut en parler ou si on veut parler de monde occidental, dans ce cas, il faut le découvrir et en même temps faire découvrir à ces étrangers-là qui vivent là-bas la France et pas simplement par bah, nos propres séries télé, il y en a quand même quelques-unes, euh, ou alors le gauchisme ou le mondialisme des dirigeants qu'on a, mais le faire nous-mêmes. Alors moi je suis pas prêt à le faire personnellement parce que déjà je suis pas très doué en langue, bon, mais peu importe, mais tu vois, ça Ouais. reste un truc à faire. Ouais, 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 non, Euh, mais pourquoi pas, effectivement. Là, c'est du cas par cas. Mais pas mettre dans un sac comme ça, dire l'Europe, et puis en fait,
ne rien connaître de l'Europe au final, à part quelques, je veux dire, quelques textes de la Grèce antique, quoi. Non, mais c'est vrai, on peut même en revenant sur le côté des mouvements politiques, il y a très peu d'interactions, si tu veux, ne serait-ce qu'en France et entre Casa Pound, par exemple, qui est italien, et les mouvements. Enfin, il y a des liens évidemment qui existent, mais Il y a quelques liens, il est- mais il- voilà, c'est un axe à développer, par exemple. ouais, voilà, il y a très très peu d'échanges. Et effectivement, bon, là tout de suite, on a envie de penser à une plateforme internet d'échange, un forum international. C'est plus ou moins ce qui avait commencé à être fait au niveau des initiatives communautaires. Bon, effectivement, c'est un point à creuser. Daeg, tu es Pardon. toujours avec nous? Je capte mal depuis l'Argentine. Il y a un peu de vent. Ah ouais, c'est le problème. Tu sais, il y a l'océan qui nous sépare. C'est ça. Tu voulais rajouter des choses peut-être? Oui, peut-être finir. Bon, après, j'avais pas mal d'autres choses à dire, mais peut-être finir sur le positif. En fait, c'est assez bizarre ce milieu-là. On a plein de gens de bonne volonté. Je pense aussi au militantisme traditionnel qui, moi, à mon sens, manque à pas mal de gens qui ont pas versé là-dedans, mais qui quand même apprennent des valeurs de courage et de rigueur qui sont quand même à garder en tout cas. Mais en fait, c'est un petit peu comme si tous ces gens-là ne savaient pas trop comment s'y prendre en fait. Ouais. Et ces gens-là, je trouve, perdent encore beaucoup trop de temps dans le virtuel, justement, là, tout ce côté posture, anxiogène et compagnie. Et en fait, moi, ce que je constate encore aujourd'hui, c'est qu'on est incapable, malheureusement, de faire du concret, quoi. Et je pense qu'on a encore des gens qui n'ont pas compris que dans la réalité ethnique dans laquelle on est, l'implication, c'est pas un choix, mais c'est vraiment une obligation, quoi. Et donc, tant qu'on n'aura pas passé ce cap-là, en fait, on pourra faire sans cesse des émissions comme ça, en train de se dire, mais qu'est-ce qui cloche, c'est quoi cette espèce d'exception française là qui nous bloque à un moment donné. Donc c'est un peu comme si on avait la théorie on l'a en fait, mais la pratique malheureusement, mais on pêche encore beaucoup là-dessus quoi. Et j'ai envie de dire, même, à force de regarder les gauches aussi, malheureusement on n'est même plus à leur niveau quoi. Donc il est grand temps, grand temps de Alors devenir. peut-être par rapport à ce problème, j'ai remarqué un petit truc en management, Ouais. c'est que évidemment, il faut pas le bon manager, c'est celui qui va repérer la personne qui peut faire une tâche. Cette personne ne se proposerait jamais spontanément parce que elle est réservée, elle a pas envie, elle a son petit confort de vie. Mais toi, tu vas la repérer et tu vas lui dire, tu sais qu'elle est capable de faire une tâche et tu vas lui dire de la faire. Tu vas dire, tiens, tu vas pas lui poser la question. Tu vas dire, toi, tu vas me faire ça. Je sais pas, pour dans 15 jours, tu vas me faire ça. Et la personne va se sentir contente, elle va être valorisée de se voir proposer un projet, et souvent elle va accepter, et elle va te le faire, et ça va être bien fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'auront pas eu, spontanément, ils n'auraient pas fait ce projet, mais ils en ont la capacité, et s'ils sont boostés, ils vont le faire. Donc peut-être qu'aussi il faut des identificateurs comme ça qui vont dire, tiens, telle personne elle saurait faire ça, allez je vais la pousser. Des chasseurs de tête, quoi. Des recruteurs de talent. Bah, Mais non, mais c'est-à-dire je sais pas, toi tu fais une petite association où tu as envie de faire un journal avec des copains. mhm. euh, Moi j'ai déjà remarqué ça, tu leur poses pas la question en fait. Toi tu fais de la mise en page, bah tiens je vais t'envoyer mon truc, tu vas me faire la mise en page. Et le mec il va perdre quelques minutes de sommeil pour te faire ta mise en page. Et chacun comme ça en fonction de ce qu'il sait faire, et tu forces un peu le destin, mais souvent ça marche. Non, c'est clair, c'est des façons d'appliquer les méthodes managériales, il n'y a pas de... Voilà, donc effectivement, parce que sinon on va se dire les gens font rien, mais il faut leur donner le coup de pouce, quoi, des fois. Bon, voilà, je dis ça. Bah, après, je voudrais peut-être un petit peu relativiser dans le sens où quand on regarde un petit peu ce qui se fait à gauche et au niveau des profils des gens, on a quand même à gauche pas mal de gens qui sont peut-être dans la fonction publique, des étudiants, voilà, des gens qui ont du temps à dégager pour leur militantisme, voire pour beaucoup que le militantisme soit leur activité principale. Or, dans notre milieu, quand je regarde les profils, notamment au niveau des initiatives communautaires, on a quand même pas mal des gens qui sont déjà, entre guillemets, inscrits dans la société civile, qui ont des responsabilités professionnelles, qui ont des responsabilités familiales, et qui du coup ont beaucoup moins de temps que Oh, la... même dans toutes les organisations gauchistes, il y a beaucoup de bénévolat, les gens font beaucoup Non, oui, bien de sûr. choses
gratuitement. Donc du temps, il y en a. On va pas me faire croire que les nations d'aujourd'hui sont surbookés. C'est pas vrai. Ils passent leur temps devant des séries télé. Bah, c'est un petit peu ça mon discours, c'est au lieu de passer votre temps derrière des écrans en permanence. D'ailleurs, je salue Efialtes avec qui j'étais hier, qui me disait, c'est fou, aujourd'hui on a plein de moyens de communication. On a même l'impression qu'on est de plus en plus dans ce milieu-là. En tout cas, à l'époque, on n'avait pas autant de moyens de communiquer. Et putain, quand il fallait faire grève ou être dans la rue, les gens étaient là. Aujourd'hui, pour réunir 10 personnes, c'est la croix et la bannière, quoi. Donc, t'es content de se sortir les doigts du cul, quoi. Excusez-moi l'expression, mais à un moment donné... Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut des fois les booster un peu et ils le feront. Ils le feront. Ils Alors, vont pas le faire spontanément, quoi. je vais résumer un peu le truc. Donc, on n'est pas fédéré en termes d'idées, on n'arrive pas à s'organiser, on manque de maturité, ce qui se concrétise par des échecs successifs. Pourtant, l'actualité récente montre que de façon spontanée, les choses peuvent bouger. J'entends par là les gilets jaunes. Est-ce que les gilets jaunes, si tu veux, ne seraient pas un petit peu la contradiction totale à ce qu'on vient de dire aussi? Bon, les gilets jaunes, est-ce que ça peut se définir politiquement? Non, peut-être. Je sais pas. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur les gilets jaunes, Jean-Yves? Bah, pour moi, c'est des Français. C'est des Français, Donc, point. voilà, c'est le mouvement français dans sa diversité. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homogénéité. Alors, on retrouve évidemment une certaine homogénéité géographique et sociale, mais il y a beaucoup d'exceptions à la règle. Et en tout cas, les gens qui se sentent français euh, partagent ce mouvement, même s'ils ne participent pas, ils le comprennent et ils l'approuvent en se disant, parce que moi je vais pas donner de nom, mais les, le milieu que je côtoie professionnellement, c'est tous des ingénieurs et c'est des gens qui n'ont pas de problème matériel, Ouais. globalement, mais c'est pas pour ça qu'ils ont envie de défendre le régime et ils sont pas contre ce qui se passe. Voilà. Ils sont pas en train de pester, ah putain, il m'a fait perdre 20 minutes de plus sur la rocade. Non, non, ils sont curieux de voir ce que ça donne. Eux aussi, ils payent des taxes et des impôts, et eux aussi, ils perdent en niveau de vie malgré tout, en qualité de vie avec la sécurité, etc., et en niveau de vie avec la fiscalité. Et donc, j'allais dire, sans parler des 1% de Français qui sont au-dessus du lot, de plus riches, euh, il y a vraiment de bas en haut de l'échelle, il y a une énorme majorité de Français qui se sentent, de Français, hein, quand je dis de Français, c'est des Français, c'est pas les, hein, il y a 50 millions de Français en France à peu près, bon, voilà, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Non. Donc, voilà, La on part sur ces population chiffres. augmente, mais c'est pas Voilà, les Français. voilà, on part sur ces chiffres-là, et bien eux sont globalement favorables et attentifs à ce qui se passe. Et ils n'ont pas eu besoin de l'extrême droite pour ça. Ils n'ont Ouais. pas besoin de l'extrême droite pour dire qu'on n'a pas assez de souveraineté et qu'il faut redonner la parole au peuple, pour dire que l'Europe et ses règlements, ça commence à nous faire chier, pour dire que l'État... En fait, quand on dit qu'on paye trop d'impôts, en fait, les gens, ils disent pas ça. Enfin, ils le disent comme ça, mais dans leur tête, c'est quoi? Ça veut dire que ils payent trop d'impôts par rapport à ce qu'ils voient de réaliser pour eux. C'est-à-dire qu'en gros, l'argent part toujours au même, et d'ailleurs qui souvent ne font même pas partie de ces 50 millions de Français. D'accord. Hein, donc c'est ça qu'ils voient. Donc ils disent, moi je veux bien payer des impôts, mais si j'ai quelque chose en retour. Par exemple, si la piscine est gratuite, je veux bien participer à la construction de la piscine. Euh, mais bon, si j'ai aucun retour sur investissement et que en plus les impôts servent à me matraquer la gueule, je vois pas pourquoi je continuerai à les payer, quoi. Donc il y a une espèce de doctrine comme ça qui va se dégager de la liberté en bas, laissez-nous respirer, plus de pouvoir politique démocratique, donc pour le peuple, et tout ça, c'est théorisé instinctivement. Il n'y a pas besoin de leader, il n'y a pas besoin de manifeste ou de doctrine écrite. Euh, c'est des idées comme ça qui flottent dans l'air et que nous, on devra nécessairement organiser si on veut faire partie, parce qu'autrement, on va être évincé complètement, hein. Alors peut-être qu'on retombera sur nos pattes parce que, comme c'est des Français, ils pensent à peu près comme nous, globalement, même Ouais. si des fois ils sont plus loin à la détente et comme ils ont une certaine forme de naïveté politique, puisqu'ils ne sont pas dans l'information comme nous on peut l'être au quotidien, il y a des trucs qui leur échappent, mais ils finissent par comprendre. D'ailleurs, leur réactivité et leur
adaptabilité aux méthodes de répression du gouvernement l'a bien montré, hein. Ils savent très vite se remettre en question et changer de façon d'opérer. Donc on peut aussi avoir confiance dans le futur de leur programme. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas eu besoin de nous. Et c'est quand même un peu bête. Voilà. Donc, c'est une victoire pour la France, mais c'est quand même un échec de plus pour nous, finalement, qui n'avons pas servi à grand-chose dans le processus. C'est vrai. Je crois en non, fait pardon. on est... Oui, Vas-y. Ouais. je crois qu'en fait on est tellement focalisé sur la question immigrationniste en fait qu'on a oublié un truc, c'est qu'effectivement le peuple réagit quand on tape sur le nerf de la guerre, à savoir l'argent quoi en fait. Et que on n'a pas été forcément sur ces questions-là, et du coup on se retrouve un peu comme des cons en disant ah putain mais en fait on est déconnecté du peuple parce que leur préoccupation principale on l'a complètement zappé quoi. Et justement à force d'être entre nous avec cette espèce d'obsession-là qui est la réalité ethnique, je me mets dans le lot en plus totalement. On a un petit peu du mal à se reconnecter avec cette réalité-là quoi. Je pense pas. Moi personnellement, je pense qu'en fait c'est le reste du peuple français, si tu veux, qui est en voie d'extrême droitisation, si on peut dire les choses comme ça. Alors je voudrais peut-être pas forcément paraphraser. C'est ce que dit BFM. Hein. Mais je voudrais pas paraphraser Éric Zemmour, si tu veux, mais pour moi, quand même, la sociologie du mouvement des Gilets jaunes traduit bien la sociologie de la France actuelle. C'est-à-dire qu'on a vu que les Gilets jaunes, Bien sûr. c'était des Français dans les campagnes, c'était des Français sur des ronds-points, entre guillemets, presque les lecteurs lambda de Le Pen. Et que dans les villes, c'était soit des gauchistes, soit des racailles, si tu veux. Et pour moi, c'est juste un exemple, si tu veux, de la mise en place du petit théâtre des opérations à venir dans les conflits intercommunautaires français. Parce que, alors je veux pas dire que les revendications, qu'elles soient sociales ou économiques, sont mineures. Non, elles sont évidemment des raisons, des déclencheurs, c'est certain. Mais il y a quand même ça qui est déjà mis en place. Enfin, Éric Zemmour le dit, voilà, on a quand même une vision d'ensemble de ce qu'est la société française et de ce qu'elle risque de devenir dans quelques temps. Rappelez-vous de ces images où on voyait une petite bonne femme, la française blonde, face à un black de 2 mètres qui gueulait parce qu'il ne pouvait pas passer sa Mercedes, parce qu'ils étaient en train de bloquer. On voyait qui était en gilet jaune et qui ne l'était pas. Et il y a quand même ça en fond, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que les gilets jaunes, c'est peut-être aussi un gros pourcentage des Français qui, comme tu disais, Daeg, une fois qu'ils sont touchés au portefeuille, font une prise de conscience générale. Alors je ne sais pas si en regardant les images, ils ont pu avoir une prise de conscience peut-être sur le phénomène démographique également. Ah c'est sûr c'est que possible. Oui, ça c'est représentatif en tout cas. C'est essentiellement blanc. Hein. Ouais, en tout cas c'est en ça aussi que moi blanc, je soutiens rural, totalement. provincial quoi. Voilà, c'est aussi en ça que je soutiens aussi le mouvement des Gilets jaunes, si tu veux, c'est que ça permet de faire une photographie quand même très nette des rapports démographiques en France et des rapports socio-économiques. Et voilà, moi je pense qu'il y a ça aussi en fond et que c'est le début en fait. Enfin pour moi c'est le début de ces France qui s'opposent. Ah oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est le réveil français. Mais ce serait bien qu'on participe idéologiquement. Mais Parce est-ce que qu'on a c'est... des choses à dire. Et peut-être aussi, là pour le coup, une maturité politique avec un recul historique sur l'histoire des mouvements, l'histoire de la politique de la France, etc., pour leur éviter de se tromper simplement et de perdre du temps. Et Ouais, en mais plus, dans ce genre de cas, le temps c'est vital parce que les choses s'accélèrent, on ne sait pas quelles seront les répressions de l'État, etc. Donc il faut aller vite. BFM TV justement crie au loup tous les jours pour savoir si justement il n'y a pas de récupération politique, en essayant de trouver des paroles, que ce soit de Mélenchon ou de Le Pen, etc., en disant récupération, récupération, récupération. Résultat, les personnalités politiques marchent sur des œufs en essayant à la fois de s'incruster dans le mouvement des Gilets jaunes, mais sans en être. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour l'extrême droite de dire, bon, bah, vous voyez, Oui, mais alors le problème, c'est que les partis politiques qui existent actuellement ne sont pas écoutés. Parce que si les Français en sont là, c'est justement parce qu'ils n'ont plus de syndicats ni de partis pour porter leurs revendications, donc ils sont obligés de le faire tout seuls.
Oui, Et donc, alors si un non, homme c'est très vrai. politique les soutient officiellement et où les gens vont se dire, ouh là là, il essaye de nous récupérer, ils vont lui lancer des œufs à lui aussi parce que et c'est pour ça que Marine Le Pen, à la limite, elle a tout intérêt à fermer sa gueule et les autres Mhm. aussi, parce que s'ils s'avancent un peu trop, eux aussi, ils vont recevoir des critiques et peut-être des coups et, euh, et donc il y aura pas de récupération. Oui, mais Avec des mouvements ou des personnalités existantes. Alors soit elles émergeront directement de certains gilets jaunes, soit ce sera des gilets jaunes qui auront appris eux-mêmes en sortant du terrain, ou alors ce sera des gens qui ont déjà réfléchi et qui vont se mettre à leur service en quelque sorte, ou avec un gilet jaune, mais qui auront déjà réfléchi à la situation pour ne pas laisser faire des apprentis sorciers. Ouais, mais tu as Des- vu, dès qu'il y a ouais. une personnalité qui émerge des Gilets jaunes, enfin, enfin, le mouvement est extrêmement suspicieux. On a vu la Jacqueline, je sais plus son nom, enfin voilà, il y avait une gilet jaune, là, une femme senior là, qui se présentait plus ou moins comme porte-parole des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont extrêmement méfiants dès qu'il y a quelqu'un qui se déclare comme être un représentant. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il faut que... Bon, ça viendra avec le temps, hein, ça fait à peine un mois que ça existe. Ouais. Euh, Peut-être qu'une fois que les gens à chaque rond-point se connaîtront, on peut imaginer qu'ils élisent par exemple un représentant de chaque rond-point, et qu'en fonction, je sais pas moi, sur une circonscription, mettons il y a 20 ronds-points, ces 20 délégués vont élire un nouveau délégué de la vingtaine de ronds-points, et à la fin il y aura peut-être une dizaine de porte-parole nationaux, ou je sais pas, ou une par département, j'en sais rien, une centaine. Et là, on commencera à voir un peu plus clair, j'en sais rien. Effectivement, ils sont très suspicieux parce que justement, ils ont peur de la moindre récupération de la part de gens qui sont qui sont les fauteurs du trouble de la situation actuelle. Donc, hein, c'est la formule d'Einstein. On ne répare pas on résout pas un problème avec celui qui les a créés, quoi. Donc les deux issues possibles, c'est soit un essoufflement total et on parlera déjà plus des gilets jaunes au moment où on sortira cette émission, ou alors peut-être effectivement, comme tu disais, une concrétisation en termes politiques. Ouais, parce que Ou- comme ça va durer, je pense que c'est parti pour durer. Ouais. Les gens vont être amenés à se côtoyer et c'est pas deux personnes qui vont se croiser par hasard à un rond-point. Là maintenant, les gens vont durer et donc ils vont nouer de plus en plus de liens et donc il y aura certainement des représentants qui vont émerger, mais là qui seront légitimes. Ouais, parce qu'il y a eu des supports, enfin il y a eu des groupes Facebook de créer, il y a eu, Voilà. Et en plus, la principale revendication qui est souverainiste en fait, qui est très simple, qui est de dire vous parlez de démocratie, c'est bien beau. Mais vu que quand on vote, ça sert à rien, d'ailleurs on vote pour des bonhommes qui nous trahissent, eh ben on va directement voter pour des idées et pour des lois qui seront mises en application. Voilà, tout simplement. Et ben ça c'est un principe sain à mon avis, hein. Le principe du plébiscite ou de la votation, ou du référendum, c'est clair et net, hein. Ça peut pas être sur des grandes orientations. Par exemple, est-ce que vous voulez encore de l'immigration? Oui ou non? Bon bah la question est vite réglée à mon avis. On a encore vu des sondages il y a pas longtemps, ça va pas faire long feu, hein. parce que la démographie est encore en notre faveur et que peut-être que certaines communautés ne se bougent pas trop pour aller voter, mais faire attention parce que comme tu le disais, ça peut être au final après à double tranchant. Quand c'est la loi du plus grand nombre, quand tu fais pas partie du plus grand, ça peut être Oui, non, délicat. mais là, je te dis, t'as encore 50 millions de Français, il n'y a pas de problème. Pas Ouais, de problème. bon. Daig, tu voulais rajouter quelque chose Ben sur les ouais, gilets jaunes? j'ai envie un petit peu de mesurer vos propos. C'est que moi je Allez, m'aperçois quand vas-y. même dans ces gilets jaunes, il y a quand même beaucoup de seniors, beaucoup de boomers. C'est quand même un petit peu les responsables de la situation actuelle, hein. Et j'ai envie de dire, est-ce que finalement tous ces gens-là, ce ne sont pas juste des gens qui ont voté Macron et qui sont déçus? Tout Ah, simplement, à mon avis, plus il y que a des vraiment une déçus, espèce effectivement. de vraie Il y a pas grogne que des électeurs saine, de quoi. Marine, ouais. Donc, Ouais, mais c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément très formés politiquement, quoi, hein. C'est-à-dire les gens, ils Oui, font c'est un choix ça. comme quand ils vont à Auchan, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Après, par contre, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Ben, déjà, le fait que ça soit assez peu récupéré et que ça dure, hein, surtout. Je pense que la vraie surprise, c'est que ça a vraiment duré. Et aussi, le traitement qui a été fait, enfin, l'accueil qui a été réservé aux journalistes, notamment à BFM, justement, qui commence à devenir intéressant. Moi, je me rappelle
Oui. dans un bouquin de Ozon qui disait que le jour où ces gens-là ne pourront plus faire leur travail en toute sécurité, peut-être ça pourra commencer à bouger vraiment dans ce pays. Et surtout que les mensonges politiques ont vraiment du mal à prendre, parce que là, il y a une histoire de quenelle visiblement dernièrement là, et bon, on voit que les gens s'en rien à branler, quoi, vraiment, quoi. Mais oui, tout le monde s'en fout maintenant de leurs instrumentalisations justement pour nous diaboliser. Maintenant, la diabolisation, ils s'en foutent et de plus en plus, ils seront preneurs à la limite. C'est ça. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais d'extrême droitisation entre guillemets. Ouais, non, mais c'est parce que je pense que c'est vrai dans une certaine mesure. Ouais, il y a ce côté, comme on disait tout à l'heure pour le joueur du grenier, c'est-à-dire maintenant il n'y en a plus rien à foutre, c'est trop, c'est trop, quoi. Mais c'est ça, Donc, c'est ça. Bon, à voir. Non, le retour de bâton dans le système va être dur quand même. Alors là, effectivement, les gens ont compris que les hommes politiques n'étaient pas légitimes à les représenter, et ils ont aussi compris que les journalistes n'étaient pas légitimes pour les interroger, parce qu'ils vont déformer leurs propos, etc. Ils veulent pas se faire filmer, ils veulent même plus être interviewés maintenant. Ils disent dégage, va te faire foutre, je te parle même pas. Ah oui, non, mais il y a un rejet clair et net, quoi, brutal. Donc, longue vie aux Gilets jaunes. Ça serait quand même assez marrant que la révolution nationaliste se fasse sans l'extrême droite. Ça serait assez rigolo, quoi. Mais oui, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux finalement, parce que oui. ça lui évitera toutes ces divisions, alors que là, le peuple est uni. Oui, pour une fois. C'est marrant. Bon, on s'excuse auprès de nos internautes à la fois pour cette critique globale de notre mouvement, mais bon, à mon avis, ça doit être fait. Il faut savoir s'autocritiquer aussi. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'on complète un petit peu aussi certaines réflexions de camarade Jean. Je vous conseille de regarder les dernières vidéos. Notamment une où il dit qu'effectivement dans ce milieu-là, c'est un peu comme si on n'avait plus envie de vivre. Je pense que c'est quand même à fouiller ce genre de. Enfin, moi je me suis aussi inspiré pour cette émission de ces réflexions-là. Ouais, il y a un certain nihilisme aussi dans notre milieu. Qui est quand même assez terrible. Ouais. Moi je sais pas si t'étais sur le point de conclure. Moi, en un mot justement, j'ai envie de dire. Ça fait un moment que je suis sur le point de conclure, mais vas-y, je t'en prie. J'ai envie de dire aux gens de cette mouvance-là, prenez juste conscience de vos lacunes et agissez en fonction, quoi. Hein. Et surtout, il est grand temps d'arrêter de se contenter de rien. Faire du sport, refaire le monde en allant boire un ou deux canons, c'est bien, mais ça a jamais sauvé ça a jamais changé la face du monde, quoi. Donc c'est un petit peu, faut arrêter moi je vais faire une espèce de métaphore un peu naze, mais c'est un peu comme si on se contentait d'avoir fait, je sais pas, une dalle en ciment et 3 murs, alors qu'il y a un ouragan qui avance en disant, mais regardez, on a fait des choses quand même, on n'a pas rien fait. Oui, mais il y a un ouragan qui va arriver, et puis bon, les 3 murs, tu vas te les prendre sur la gueule, donc il est grand temps d'arrêter de se contenter de rien, quoi, vraiment. Excusez-moi d'en remettre en cours une couche sur les gilets jaunes, mais ça me fait penser à un truc. On parlait de récupération tout à l'heure, mais effectivement, Jean-Yves, il dit qu'il faudrait peut-être essayer de s'incruster plus ou moins. Il n'a pas tort, parce que faut pas oublier que la gauche, elle le fera en fin de manif, commencer à distribuer des tracts, à venir voir des mecs, à donner 2-3 idées pour essayer de 3 pancartes pour qu'il y ait des revendications progressistes qui viennent s'incruster. Ils le font, hein. Bien sûr. Donc voilà, et c'est clair que si on n'occupe pas le terrain sera occupé par d'autres. Donc je sais qu'il y a des initiatives qui commencent à naître au sein de notre milieu pour venir porter la voix de notre milieu au sein des Gilets jaunes. À mon avis, oui, il faut prendre le train en marche, comme on dit. Ah ouais, parce que c'est encore une occasion qui sera loupée sinon. Ouais, alors après, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de nous, vraiment. C'est-à-dire que peut-être que ce sur quoi ça débouchera, je veux dire, on en sera très content, on n'aura rien à redire, hein, c'est pas impossible. Mais comme on sait jamais, il vaut mieux être dedans quand même. Ouais, enfin, je vois bien qu'au final, les revendications des Gilets jaunes soient résumées ensuite par BFM TV après le passage de la gauche par plus d'égalité sociale et plus d'égalité homme-femme et plus des patatis et patata. Enfin, ouais, non, on voit très bien comment comment les choses peuvent tourner aussi. Donc, c'est pour ça que je m'en méfie, quoi. Enfin, bref. Moi, je dirais qu'il faut pas s'enflammer quand même aussi. Ouais, bon, oui, comme raison garder, quoi. On verra bien. Ouais. On verra bien. Bon, voilà. Donc, comme je disais, on s'excuse auprès des auditeurs, auprès de cette autocritique, hein, mais qui, on pense, était salutaire. Nécessaire. On s'excuse aussi pour la structure de l'émission qui était particulièrement décousue, mais bon, c'est comme ça, hein, on l'a dit, c'est pas notre métier. Et puis, on verra à quand pour la prochaine émission. On espère que ce sera avec Jean-Yves. Merci à toi, Jean-Yves, d'avoir participé à cet enregistrement. C'était très sympa.
Merci aussi à Daeg Oui, depuis l'Argentine. on peut quand même, c'est aussi loin. rappeler qu'on a toujours un proton mail où on peut nous contacter qui est famille31@protonmail.com. Voilà, famille31@protonmail.com pour nous contacter, il n'y a pas de souci. Et à travers aussi les différents groupes Facebook. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Ouais. Et on vous dit à la prochaine. Salut les gars, ciao. Salut!